Ici, au laboratoire Magma et Volcan, ça fait longtemps. J'étais venu quand j'étais maître des confs, je pense en 2003. Hervé Martin m'avait invité pour une présentation. Je ne me souviens pas du tout de quoi j'avais parlé. Probablement de l'astrobiologie, c'était mon dada avant. Donc maintenant, c'est mon dada du week-end. Donc lundi, je parlerai plus de terres primitives pour couvrir l'autre aspect des laboratoires Magma et Volcan. Aujourd'hui, je vais faire un petit cours sur l'utilisation des gaz rares, qui c'est ma spécialité, appliquée à les ressources géothermiques, en général à les systèmes hydrothermaux. Et donc c'est vraiment comme un peu un cours avec des aspects généraux et des aspects avec des détails plus sur des résultats qu'on a obtenus sur des champs mexicains. On a un gros projet qui va terminer en 2018, des 4 ans, qui a été financé entièrement par les gouvernements mexicains pour évaluer la ressource géothermique au Mexique. Donc on a accumulé une quantité impressionnante de données isotopiques sur les grands 4 champs géothermaux de la région. Donc c'est un travail qui est fait, c'est un projet qui est piloté par les Mexicains et moi-même avec une collaboration à l'Université du Michigan et un laboratoire privé Waterloo et sur l'égide des CMIE-GEO, c'est les Centres mexicains d'innovation géothermique du Mexique. Donc les cours, je les organisés de façon, on va faire un bref rappel de qu'est-ce que c'est un système géothermal. Pourquoi on les étudie? Ça semble une question idiote, hein. On comprend bien, parce qu'on veut comprendre mieux les systèmes volcaniques, mais il y a aussi d'autres raisons. Une brève introduction pour les gens qui connaissent bien la géochimie des gaz rares, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Comment on échantillon, on analyse les gaz rares, en particulier dans les systèmes hydrothermaux. Et après, des exemples sur l'application des gaz rares dans les systèmes géothermaux, en particulier tracer l'évolution des fluides et déterminer les temps de vie de la ressource, que c'était un des objectifs de ces projets. Donc, je vais commencer avec un bref rappel des systèmes géothermiques. Ici, c'est un vue aérienne des plus gros champs géothermiques au monde, Cerro Prieto, dans la baie Californie. C'est une belle photo parce qu'on voit les volcans Cerro Prieto, même si les réservoirs ici c'est sédimentaire, c'est le delta du Colorado River qui est désormais ce petit canal ici. Malheureusement, on ne voit pas dans la photo. C'est magnifique à voir parce qu'à un certain moment, on voit les berges déplacées d'environ 2 mètres parce qu'ici, il y a des failles énormes. Derrière, il y a l'Imperial Valley Fault et la Cerro Prieto Fault avec des tremblements de terre de 7 ou 8 de magnitude. Donc, les dernières 2012, il a déplacé la rivière complètement d'environ 3-4 mètres latéralement. Et ici, vous avez une lagune énorme où on réjecte l'eau qui est extraite, qui a une fois passé dans les turbines, donc les saumures, et on dilue les saumures, on enlève une partie de la charge saline et les saumures ils sont reprises et réinjectées dans le réservoir. Et derrière, vous avez les différentes chaînes liées à les Saltonsi et à l'Imperial Valley. Alors, un système géothermique classique qui est composé de 3 parties. La source, bien sûr, souvent une source magmatique, pas nécessairement. Moi, je vais parler surtout des systèmes systèmes hydrothermaux convectifs. Donc, bien sûr, la source des chaleurs, c'est généralement un magma, mais il peut y avoir d'autres types de sources. Je vais brièvement faire un rappel. Les réservoirs qui est souvent un réservoir volcanique, parce que c'est souvent dans des calderas, donc c'est des remplissages d'ignimbrites et autres qui font les réservoirs même. Mais par exemple, dans les Cerro Prieto, les réservoirs sédimentaires, c'est des sables, des grès, des deltas. Et bien sûr, les fluides qui sont l'agent qui transporte les flux de chaleur et qui est réparti, et c'est les fluides qui vont être échantillonnés pour pouvoir produire de l'énergie électrique. Alors, il y a différentes classifications de ces ressources géothermiques.
Généralement, les critères les plus importants qui sont utilisés, c'est l'enthalpie du système. Hein, c'est ça qui intéresse les gens qui vont exploiter ça, c'est l'enthalpie. Donc, on a les ressources qui sont généralement classifiées en basse, moyenne et haute enthalpie. Donc, on va voir, c'est correspondant à certaines températures. Hein. Médiane enthalpie, c'est 100-150 degrés. Haute enthalpie, c'est supérieur à 150 degrés. On échantillonne des fluides qui au réservoir, ils sont jusqu'à 400 degrés, par exemple à Los Humeros. Hein, donc on peut monter vraiment très haut en température. Et basse température, c'est moins de 100 degrés. Alors aujourd'hui, on développe beaucoup la très faible enthalpie. Par exemple, au Canada, c'est la mode de faire de la géothermie. Alors c'est étonnant parce que c'est les cratons archéens les plus froids de la planète. Au Québec, on a des gradients géothermiques de 12 degrés par kilomètre, hein, contre les 33 normales ou les 40-45 dans ces secteurs, cette zone de subduction. Mais quand vous avez un puits à 400 mètres où vous sortez de l'eau à 15 degrés et dehors il fait moins 40, bien sûr avec un pompe de chaleur on peut faire de l'extraction d'énergie et produire de la chaleur juste pour des maisons. Ici on parle de haute enthalpie dans mes présentations, donc on va faire production d'électricité. On fait une distinction aussi sur les types de produits qu'on extrait. Hein. C'est eau dominant ou vapeur dominant. Généralement, l'eau dominante, c'est la majorité des ressources géothermiques qui sont exploitées sur la planète. Hein. Et comme je disais, sur la base de quelle est la source de chaleur, on peut avoir d'autres types de classifications. Donc moi, aujourd'hui, je vous montrerai surtout des exemples liés à mes travaux sur les gaz rares, sur des ressources hydrothermales de type convective, hein, qui sont surtout hot water dominated, donc eau chaude, plutôt que vapeur dominant. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces reprétos, c'est les plus importants au monde. Et avec des températures qui sont généralement autour des 240-250 degrés pour les systèmes à vapeur dominant. Et pour l'eau dominante, bien sûr, on peut passer, comme je disais, des 20 degrés hein, quand vous êtes à Montréal, à plus de 350. Comme je disais, dans un des réservoirs qu'on a étudié, Los Humeros, on a des eaux qui sont au réservoir autour de 380-390 degrés. Mais sûr, quand ils arrivent en surface, ils sont beaucoup plus froides. On extrait la vapeur à 150-170 degrés. Mais quand même, c'est toujours des systèmes très chauds. Bien sûr, on a d'autres types, d'autres fontes de chaleur. Les bassins sédimentaires, hein, l'exemple classique, c'est les bassins parisiens. Je ne sais pas encore s'il y a une exploitation. Quand j'étais étudiant, moi j'ai fait la thèse sur les bassins parisiens côté pétrole avec Bernard Marty, mais on a étudié en même temps aussi les systèmes géothermaux. Vous avez autour de la ville de Paris des puits géothermiques, bien sûr avec des températures qui sont autour, si je me souviens bien, au maximum de 70 degrés. C'est simplement l'eau qui descend en profondeur, qui est réchauffée par les gradients normaux géothermiques qui peut remonter. Vous avez des très beaux exemples dans l'Atlas marocain, par exemple, où à travers les systèmes de failles, les fluides ils descendent 2 ou 3 km, ils se réchauffent et ils remontent avec des températures de 50, 60, 70 degrés. La même chose est géopressurisée, c'est toujours des bassins sédimentaires où l'eau à grande profondeur est réchauffée. Vous pouvez avoir des sources de chaleur radiogéniques. C'est des réservoirs où vous êtes dans des zones de granit, donc la production d'uranium et thorium, donc une production de chaleur plus importante. Il n'y en a pas vraiment d'exemples exploités sur la planète. Les hot rock resources, donc les dry hot rock, vous avez l'exemple de sous la forêt ici à Strasbourg, donc que c'est les BRGM désormais, je pense, ça fait plus de 20 ans, quand j'étais étudiant, c'était déjà une exploitation. Site expérimental où pratiquement vous avez des roches fracturées en profondeur granitique, chauds, où ils sont secs, donc on injecte les fluides en profondeur, on les laisse réchauffer, on les récupère à la surface. Donc les hot dry rock, l'exemple. Et après, il y avait des gens qui se disaient qu'on pourrait aller vraiment exploiter des zones où vraiment du melt. Effectivement, il y a un seul exemple qui était expérimental à Hawaï, qui, je pense, qui est projet abandonné depuis des années pour aller chercher vraiment la chaleur proche d'un magma infusé.
Alors, comme je dis, je vais parler surtout des systèmes convectifs. Donc, dans une zone confinée, vous avez les transferts des chaleurs de ces sources qui est généralement des corps magmatiques à des profondeurs moyennes dans la croûte, 5-7 km, 10 km maximum, lesquels on ne connaît pas souvent à l'origine parce que ce qu'on voit en surface, souvent, ce n'est pas la vraie source des chaleurs qui est en profondeur. Je vais montrer tout à l'heure un des problèmes d'identifier les vraies sources de chaleur, les vrais corps magmatiques qui réchauffent ces champs géothermales. Et donc, c'est la convection de l'eau et les transports de la chaleur et de l'eau de la source magmatique vers la surface qui fait des puits des chaleurs qui est la surface libre à la surface de la planète. Alors, c'est des systèmes qui sont complexes parce que vous avez de l'eau, convection chaude, et vous avez à un certain moment, avec un gradient de pression et température, vous arrivez à atteindre la courbe d'ébullition de l'eau et vous pouvez produire une zone où vous avez ce qu'on appelle du boiling, donc vous avez la création des phases de vapeur et une région de condensation vers la surface. Ces régions sont très importantes et très connues. Généralement, on essaie de perforer plus en profondeur que la zone de formation en phase vapeur. Parce que la vapeur, il y a la capacité de mieux transmettre la chaleur, donc de la roche au fluide. Si vous avez un système qui est en train d'ébullition, ça c'est très bien, mais ce n'est pas très aimé par les gens qui font l'exploitation des champs, parce que vous allez produire ce qu'on appelle les superheated wells. Donc, ils sont des monstres avec des températures qui montent rapidement, ils sont très difficiles à contrôler. Il y en avait un à Los Meros, je me souviens, malheureusement je n'ai pas retrouvé les vidéos. On devait aller l'échantillonner, et 20 minutes avant d'aller l'échantillonner, il commençait à sortir des nuages noirs de puits, parce que c'est un puits pas bien contrôlé. Et ils sont venus à arrêter tout ça, et une heure après, ils ont dit, vous pouvez aller échantillonner. Moi, j'étais pas très chaud à l'idée, mais on est allé échantillonner, donc on essaie d'éviter d'avoir de l'ébullition, mais vous verrez que malheureusement, pendant l'exploitation, on crée des zones d'ébullition très importantes et c'est un des phénomènes qui veut être contrôlé. Alors, où ils sont localisés, bien sûr, ces champs géothermiques. Alors, bien sûr, ce n'est pas à vous, des magmas et volcans, vous expliquer ça. Hein. C'est dans les zones où il y a du volcanisme. Donc, d'importants flux de chaleur. Alors, les meilleurs champs géothermales au monde, où il y a beaucoup de volcanisme et flux de chaleur, c'est aller le long des Mid-Ocean Ridge, des rides océaniques, des dorsales, mais à 5000 mètres d'eau, c'est difficile de faire ça, mais on a heureusement des spots à la surface, comme des îles océaniques, on voit ici l'Islande, que c'est notre objectif cet été. Et dans les zones de subduction, donc les gros de la ressource géothermale exploitée sur la planète, c'est le long de la Ring of Fire, donc de la ceinture de feu du Pacifique qui est entourée de ces ceintures de subduction. On a du volcanisme d'arc très important. Et ici, dans l'Est Pacifique, dans la dorsale est-africaine et dans la Méditerranée, en particulier en Italie, vous avez, après le Mexique, peut-être les champs plus importants, l'Arderello, y était historiquement une des premières à être exploitées au début de 1900 et encore aujourd'hui, c'est un des champs les plus importants sur la planète. Donc, comme je disais, vous cherchez où il y a l'afflux de chaleur et donc, bien sûr, rides et zones de subduction. Alors, pourquoi on étudie les champs géothermiques? Et la question qui se pose mes deux collègues, Aïda Lopez, c'est la responsable officielle côté mexicain de ces projets, et Orphan Shoah Castache, qui est un spécialiste des halogènes, des isotopes des halogènes et des isotopes stables. Qui travaille avec nous ici, on a notre vision des Cerro Prieto avec tous les puits en extraction. C'est pas très beau comme endroit à visiter. Il y a des champs géothermiques qui sont bien plus jolis. Ici, vous avez 600 puits forêts, il y en a seulement 140 encore en production. Parce que on a trop exploité les champs, on a trop réinjecté, donc les champs sont en train de mourir. Donc chaque année, on doit forer 20-30 puits nouveaux dans notre secteur pour garder le même rythme de production d'énergie électrique. Les 90% de l'énergie de la baie Californie, il vient de ces centrales. Donc la production est vraiment importante, mais c'est
pas très beau à voir côté environnemental. Alors, bien sûr, on les étudie principalement pour évaluer la ressource qu'on va exploiter. Hein. C'est les drives de beaucoup de ces travaux. Bien sûr, on peut faire de la recherche fondamentale, hein, celle qu'on fait aussi dans notre projet, pour comprendre mieux les systèmes volcaniques. Ou par exemple, vous documenter le cycle des éléments dans un endroit qui est un endroit parfait, à l'interface entre la croûte et les manteaux. En particulier, les projets, principalement, c'était d'utiliser les gaz rares pour comprendre un peu, évaluer la ressource. Je parlerai de ça un peu plus en détail de 2 ou 3 slides. Mais en même temps, on s'est dit pourquoi on ne fait pas des recherches fondamentales. Donc, dans les différents isotopes qu'on a étudiés, on a rajouté les halogènes, donc chlore et brome. Donc, on a beaucoup de données en ce moment qui ont commencé à travailler sur le comportement du brome et chlore dans ces systèmes volcaniques. Et après, c'est une thèse qui débute entre les isotopes UQAM et McGill, c'est d'utiliser ces systèmes comme analogue des systèmes hydrothermaux qui, dans les passés, ont donné vie à les dépôts des métaux, or, cuivre, etc., par exemple dans l'Archéen. Et donc, on a une thèse qui débute où on va travailler en Islande et en Nouvelle-Zélande, où on va essayer de comprendre comme par exemple certains métaux, ils sont transportés dans ces systèmes, ils peuvent aller se déposer, et quel est le rôle entre la source magmatique contre les phénomènes d'altération qui peuvent recycler les métaux dans la croûte et les réconcentrer, en même temps que la source principale des métaux qui est les magmas. Donc ici un exemple que j'ai pris de littérature de Alderson et al. 2016 géologie. Je pense que c'est un des travaux où il est impliqué Jamie Bart, qui est très actif en ce moment sur le comportement des halogènes dans les systèmes hydrothermaux. Il a publié juste cette année 2 ou 3 papiers sur l'Islande. Et ici, c'est par exemple démontré dans la région d'Islande, justement, que la variation isotopique du delta 37 et du chlore, qui n'est pas toujours évident. On voit que chaque champ géothermal, il y a quelquefois négatif, quelquefois positif, toujours dans un range de plus ou moins 2-3 per mille par rapport au zéro, le standard. Dans ces cas-là, ils ont démontré avec l'isotope du plomb que les variations isotopiques seraient surtout données par la source magmatique qui est impliquée ici dans les volcanismes islandais. Donc vous avez ici Morb et en source IM2 dans la région. Ici, en revanche, justement, comme je disais, on va étudier les systèmes géothermiques pour comprendre mieux les dépôts des métaux. Ici, un exemple classique des cartoons avec une zone hydrothermale, reprise de Edenquist, où vous avez les systèmes à haute température, les porphyriques, cuivre, molybdène, etc., qui est relié à les corps magmatiques principales. Et après, dans les zones latérales des géothermales, vous avez la reprise par des fluides de différentes natures sulfidiques de certains éléments, en particulier or et argent, et liés aussi à des phénomènes d'altération qui se produisent et qui peuvent remobiliser en partie ces métaux. Dans ces systèmes, on sait que l'or est transporté souvent par les systèmes chlorinés, ou disons dans les halogènes. Donc c'est très important aussi de voir leur comportement pour comprendre comment, comme des ligands, ils sont transportés, ces métaux, ils vont se réconcentrer après former des gisements. Pour ce qui concerne l'évaluation de la ressource, donc un peu les travaux qu'on a fait nous dans ces chambres géothermiques, c'était d'identifier l'intérêt qu'ont les gens qui exploitent ces endroits, c'est d'identifier la source des chaleurs et quel est le temps de vie de ces sources de chaleur. Alors souvent, ce qu'on étudie, bien sûr, sont des systèmes volcaniques. On va voir les volcaniques qui sont à la surface. Et on se rend compte que c'est impossible, quand on voit les signaux magmatiques qu'on a dans les fluides, que ces sources qui sont souvent d'âge entre Miocène et Quaternaire, ils puissent encore donner de la chaleur si important. Chauffer un système à 400 degrés, ce n'est pas un magma qui a 10 000 ans, 20 000 ans, mais c'est des melts très très récents et qu'on ne voit pas, qui sont en profondeur. Donc grâce aux gaz rares, on peut aller les identifier. Et c'est très important de connaître ça, parce qu'on veut savoir
quel est déjà les temps de vie du système qui produit la chaleur. Essayer de comprendre qui sont les mécanismes de transfert de la chaleur, hein, combustion et convection, on va voir. On devrait s'attendre qu'il y ait de la convection, mais bien sûr, quand on a des phénomènes de bowling, on va avoir aussi de la combustion de chaleur. Estimer les temps de vie moyenne d'un réservoir, et ça, on va les voir un peu plus en détail après avec les exemples directs en utilisant les gaz rares. On veut savoir si le système est ouvert, parce que généralement, quand on a un système géothermique, on dit toujours que 90% ou 100% de l'eau, c'est de l'eau météoritique qui rentre, il est très fraîche, il circule rapidement, il se réchauffe, et donc on a un système qui a une vie infinie. Ce n'est pas du tout vrai. On suspecte de plus en plus qu'on a des zones avec de l'eau ancienne, et donc connaître qui est l'âge de l'eau, chose qui est pour le moment plus ou moins impossible en champ géothermique, c'est très important pour comprendre si on exploite trop, est-ce qu'on va tuer rapidement les champs. Et généralement, c'est ce qu'on fait. Un exemple magnifique, c'est des geysers en Californie, qui c'était les systèmes géothermiques sur les papiers les plus puissants du monde, qu'on a complètement assassinés dans les années 80, parce que les Américains ils aiment faire l'over-exploitation partout, la surexploitation, et donc on a surexploité les champs. Et aujourd'hui, on utilise les puits géothermales pour injecter des wastewater des villes, parce que ça sert plus. Bon, il y a encore des centrales, mais on l'a trop exploité. Et après, ce qu'on veut faire, c'est estimer quel est l'impact de la réinjection de l'eau à l'intérieur d'un champ. Ce qu'on fait, on va en reparler tout à l'heure, c'est que vous exploitez un réservoir, hein, c'est comme un réservoir du pétrole. Quand vous ouvrez un réservoir, vous baissez la pression, c'est naturel. Et en revanche, pour continuer à maintenir une certaine quantité de fluide à extraire, vous essayez de garder la pression. Donc, ce qu'on fait, c'est de réinjecter une partie de l'eau qui est extraite pour garder la pression. Mais bien sûr, c'est de l'eau qui est plus froide. Donc, c'est une bataille entre garder la pression et baisser la température. Donc, jouer entre pression et enthalpie, ce n'est pas toujours évident. Les beaux exemples, c'est Cerro Prieto, c'est un champ qui est moitié, lui aussi, a été assassiné par les Mexicains parce qu'on a fait trop de réinjections pour garder la vitalité du champ. Et donc, aujourd'hui, on a pas mal de problèmes. Je ne montrerai pas des résultats. Les dernières données, ils sont sortis de Nospetro la semaine dernière, de Cerro Prieto, donc je n'ai pas encore eu trop le temps d'y travailler là-dessus. Donc les projets qu'on avait, ça c'était les titres, c'est d'évaluer la ressource géothermique en utilisant la géochimie des gaz rares. Dans les 4 grands champs mexicains en production, Los Azufres, ça signifie les soufres, à côté de Morelia, à environ 200 km de Mexico City, dans la bande trans-mexicaine volcanique. Los Humeros, qui est dans la région de Puebla, à environ 200 km, cette fois à l'est de la ville de Mexico. Et après, en Baja Californie, Cerro Prieto. Et Las Tres Virgenes, qui est un champ tout petit, à juste 3-4 puits en production, qu'on avait déjà en partie travaillé avec Peter Beer, qu'on avait publié en 2016 des données, en particulier des datations des fluides. On est une tentative de datation des fluides. Je parlerai tout à l'heure pourquoi la difficulté de dater ces fluides. Mais avant de voir des résultats, je vais faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est les gaz rares. Donc, ça c'est la newsletter qu'on reçoit, nous, spécialistes des gaz rares, de la planète Krypton. Alors, on les appelle gaz nobles ou gaz rares. En France, on tend à utiliser la terminologie gaz rare. En anglais, on dit plutôt noble gaz. Mais ça résume très vite les 2 grandes caractéristiques de ces traceurs isotopiques et donc l'importance de l'utiliser. Ils sont des gaz donc, qui sont nobles parce que bien sûr ils sont dans la dernière colonne des Mendéliennes, hein, donc ils ont leur configuration électronique remplie et donc ils sont inertes chimiquement. Et donc, pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop la chimie, mais qui sont quand même des géochimistes, c'est très facile, entre guillemets, de travailler avec les gaz rares, parce qu'en réalité, la seule chose qui fractionne, c'est les isotopes ou les concentrations de ces éléments. C'est des phénomènes de solubilité ou des phénomènes physiques
Quelquefois, ils ne sont pas vraiment évidents à modéliser, mais il y a moins de chimie impliquée, donc ce n'est pas des processus chimiques, mais des processus physiques qui influencent les fractionnements élémentaires ou isotopiques de ces éléments. Alors, hélium, néon, argon, krypton, xénon, il y a aussi les radons, mais on ne parle jamais parce que c'est un élément radiatif qui décroît rapidement. Donc, ça, c'est les 5 éléments stables des gaz rares. Et après, ils sont bien sûr, chose qui est nécessaire pour parler d'éléments traces, donc des traceurs géochimiques, très rares en nature. Pas si rares que ça, hein, parce que chaque fois qu'on prend un échantillon comme ça, après je parlerai de ça, en réalité, dans nos spectros, avant de les envoyer, on fait des dilutions de 10 000 au 100 000 parce qu'on trouve qu'il y en a trop pour nos spectros, mais effectivement, en nature, on a des quantités qui sont des ppm, des ppb, donc des quantités minimes, et donc ça, c'est important ça, pour comprendre et pour permettre de l'utiliser et comme traceur. Et la composition isotopique de ces éléments est directement dépendante des sources, donc l'intérêt de les étudier. Alors, il y a 2 composants des gaz rares, ce qu'on appelle les gaz primordiaux et la composante radiogénique. Donc, les gaz rares dites primordiaux, c'est les gaz rares, ces isotopes qui sont présents depuis la création planétaire, donc depuis le début. Il peut y avoir différentes origines, en source solaire ou dite planétaire. Solaire, c'est l'hélium 3, hein, qui est pour les études qu'on fait en magmatologie, en volcanologie, les plus intéressants. On utilise souvent les rapports isotopiques de l'hélium 3 et l'hélium 4. Et on va voir ça dans la prochaine slide pourquoi, et qui est le seul isotope qui est vraiment, on est sûr, qui est d'origine solaire, c'est ce qui reste de la nébuleuse solaire. Tous les autres isotopes ont été transportés en partie, parce que vous avez vu la semaine dernière un papier de Bernard Marty, ils ont été transportés par des chondrites, mais aujourd'hui, avec les travaux de Rosetta, on aurait mis en discussion les éléments plus lourds, comme les xénons ou l'argon, qui semble avoir une origine cométaire, si justement on voit les résultats qui ont été obtenus par les groupes d'Enancy sur Rosetta, la mission Rosetta. Les réservoirs où ils sont contenus les composants primordiaux, c'est surtout l'atmosphère terrestre et les manteaux. Ça c'est normal parce que ces gaz qui ont été transportés sur Terre ont été recyclés dans les meltes, dans l'océan magmatique, ont été incorporés les manteaux, et après les manteaux a dégazé pour aller former l'atmosphère actuelle. Et donc, bien sûr, c'est la raison pour laquelle les 2 plus gros réservoirs qu'on a aujourd'hui des isotopes primordiaux, c'est les manteaux et l'atmosphère terrestre. Et après, on a la composante donc radiogénique, qui sont les isotopes produits par des réactions nucléaires, potassium, uranium, thorium principalement. On a aussi des autres réactions nucléogéniques avec d'autres, par exemple l'isotopes du néon avec les fluors, l'oxygène, plus rares. Et bien sûr, le réservoir principal, c'est la croûte continentale où sont concentrés ces éléments uranium, thorium, potassium, qui forment bien sûr les 2 plus connus, c'est les hélium 4 qui est la production de l'uranium, thorium, et l'argon 40 qui est la production du potassium. Mais on a aussi d'autres isotopes intéressants comme la série du xénon ou les krypton 86, je ne parlerai lundi, c'est parmi les isotopes que j'ai analysés dans les roches de Nouveau-Guituc, et je parlerai dans mon séminaire sur la Terre primitive lundi après-midi. Ici, 3 exemples d'échantillons où vous pouvez aller trouver les différentes composantes des gaz rares. Un météorite avec ses composantes des sources planétaires des isotopes primordiales. Ici, j'ai mis un diamant parce que ça fait plus beau. J'aurais pu mettre un morceau de marbre, c'était plus simple. Où on va extraire des isotopes primordiaux contenus dans les réservoirs mantéliques. Et ici, un exemple de l'apatite, provenant d'un de mes ex-étudiants, Laura Bouvier. Caractéristique, parce que si vous voulez extraire beaucoup d'hélium 4, ben, l'apatite c'est parfait comme roche, comme minéral, parce qu'il est bourré d'uranium. Donc c'est généralement utilisé pour faire de la thermochronologie, uranium, thorium, hélium, dans ce type de minéraux. Alors, je disais que beaucoup des travaux qui sont faits en volcanologie ou en magmatologie
il se base principalement sur les isotopes de l'hélium. Vous verrez qu'après, dans le reste de ma présentation, nous, on utilise toute la panoplie des gaz rares, jusqu'au xénon. Pourquoi l'intérêt d'utiliser l'isotope de l'hélium? Donc, l'hélium, il y a deux isotopes, l'hélium 3 et l'hélium 4. Et lui est produit par l'uranium et thorium qui est contenu dans la croûte. L'hélium 3, comme je disais, est des composantes solaires, donc a été apporté, c'est ce qui reste de la nébuleuse solaire qui n'a été pas scrappé de l'atmosphère primaire de la planète. On dit aussi que les néons, il peut être une partie solaire. Il y a un gros débat historique entre l'Australie et l'IPG sur la vraie origine de ces néons. Est-ce qu'il est vrai ou pas comme composant solaire? Mais l'hélium, c'est sûr. Et ce qui est intéressant qu'on peut voir, ici, je fais un coupe à travers les différents réservoirs terrestres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les noyaux? On ne sait pas vraiment. Dans les manteaux inférieurs supérieurs, la croûte et l'atmosphère, on voit qu'il y a des rapports isotopiques qui sont très différents. Et ça, c'est très important, ça permet facilement de comprendre les différentes sources des fluides qui sont les sources principales, les composants principaux qu'on trouve. Alors, les rapports hélium 3 hélium 4 dans l'air, c'est en valeur 1.382, maintenant 4, 10-6. Ça se change dans les temps. Ici, simplifié 1.4, 10-6. C'est ce qu'on appelle les rapports R sur 1. Et généralement, tous les rapports isotopiques de l'hélium, on les normalise toujours à celle de l'atmosphère. Parce que nous, géochimistes des gaz rares, on est un peu feignants, on n'aime pas les chiffres trop grands ou trop petits. Mais si on les normalise à celle de l'atmosphère, on a des chiffres qui sont faciles à retenir. Et donc, par exemple, l'hélium 3 hélium 4 solaire, c'est 120, 110 fois l'atmosphère. Ça, c'est le solar wind qui est bien encore plus élevé, 330 fois l'atmosphère. Et si on regarde les différents réservoirs terrestres, bien sûr, l'atmosphère égale à 1. Les manteaux supérieurs, il y a un rapport qui est très constant, c'est 8 plus ou moins 1. On a un paquet de morbes faits, donc on connaît très bien. On dit qu'il y a un réservoir un peu différent sous les continents, ce qu'on appelle les subcontinental upper mantle, avec des valeurs qui sont entre 6.5 et 7. Ceci, Gautron il suggère avec Manuel Moreira 6.2. Est-ce qu'il est vrai ou pas ça? Il y a deux écoles. Une école qui trouve qu'il peut-être il y a effectivement un réservoir qui a évolué un peu de façon différente sous les continents. D'autres, moi personnellement, je pense qu'il est plus quand vous allez mesurer des roches continentales et des xénolithes, vous avez toujours de la contamination crustale. Et moi, je retiens plutôt que c'est de la contamination crustale et que la valeur est uniforme un peu partout. Entre autres, je vous montrerai à Los Azufres, on a mesuré dans des puits géothermales 7.9, plus ou moins 0,1, ça veut dire exactement la valeur des morts, dans des fluides qui sont installés sous les continents, bien sûr, qui sont en contact des mètres, donc bien sûr, quelque part avec les manteaux terrestres. Les manteaux inférieurs, ils devraient avoir la valeur solaire, bien sûr, 110, 120. On ne trouve jamais ça parce que les roches magmatiques ils sont toujours contaminées par l'air, l'atmosphère. Donc les maximums qu'on a trouvés, c'était 45-60 dans des picrites dans la baie de Baffin. C'était les travaux de Stewart, Phil Stewart. Et c'est les seules valeurs très, très élevées. Et ça a été trouvé dans d'autres basaltes des îles arctiques canadiennes qui ont été étudiés récemment par Annika Rizzo, et avec Annika on s'était dit qu'on devrait aller retravailler avec les gaz rares dans ce type de roches qui sont très primitives et qui gardent, mais toujours une valeur inférieure parce qu'elle est diluée par l'atmosphère terrestre. Un exemple classique, c'est les morbes que vous récupérez, même récupérés à grande profondeur, ils sont toujours contaminés par l'eau de mer et donc l'atmosphère. Dans un système géothermique, on utilise un peu tous les types de gaz rares. Ici, j'ai reporté à nouveau juste les rapports de l'hélium 3 et l'hélium 4, et après un autre rapport, celle de l'argon 4036, pour vous montrer les différentes sources des fluides, quelles sont les signatures qu'on doit s'attendre pour ces fluides.
Donc ici, on a que c'est les magmas, votre réservoir géothermique avec un phase eau et un phase boiling, donc l'ébullition à son sommet. Et vous pouvez avoir quatre sources de fluides différents. Et généralement, on dit qu'un champ géothermal est principalement constitué à 90% ou plus par de l'eau fraîche de recharge qui rentre dans les systèmes, comme c'est un système hydrogéologique. Donc l'eau de recharge naturelle, l'eau fraîche, il a un rapport isotopique de l'hélium, bien sûr, égal à celle de l'atmosphère. Il a les concentrations des gaz rares, qui soient hélium, argon, krypton, xénon, égales à ce qu'on appelle l'ASW, ça veut dire Air Saturated Water, ça veut dire que c'est la concentration dans l'air multipliée par la solubilité de chaque gaz rare avec l'eau à la température des recharges. Donc les concentrations et les rapports, ils changent légèrement, puisqu'ils sont dépendants bien sûr de la solubilité. Dans les fluides, la solubilité est inverse que dans les melts. Dans les melts, les gaz rares les plus solubles, c'est les gaz légers, l'hélium, et les moins solubles, c'est les xénons. Dans les fluides, exactement les contraires. La solubilité il augmente avec la masse, donc l'hélium est les moins solubles et les xénons les plus solubles. Les rapports 40-36, donc égal à 295,5, que c'est la valeur atmosphérique actuelle de l'atmosphère terrestre. L'autre fluide qui joue dans un champ géothermal, c'est les fluides qui sont en contact avec les magmas. Alors il y a des grosses discussions, encore aujourd'hui on connaît, quand on parle des fluides magmatiques, des mantle fluids, qu'est-ce que mantle water, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui disent que c'est l'eau qui sort du melt pendant sa cristallisation. D'autres disent que c'est simplement de l'eau de recharge qui arrive en profondeur. Il rentre en contact avec les melts, il s'échange et il se charge des gaz, en particulier des gaz rares, des CO2. Dans nos champs, la CO2 est à 99% de la CO2 mantélique. On peut récalculer exactement quelle est la valeur du carbone mantélique dans ces réservoirs. Et donc il y a encore une grosse discussion sur quoi est l'origine ultime de ces eaux dites magmatiques. Et donc vous avez des rapports qui devraient être égales à celles qu'on mesure dans les morbes ou dans les manteaux subcontinentaux. Les 40-36, il est beaucoup plus élevé que 300. Théoriquement, il devrait être autour des 40 000. Hein, c'est la valeur mesurée dans les Popping Rocks par Manu Moreira, que c'est la valeur reconnue du manteau terrestre. Bien sûr, on n'a jamais ça, parce qu'à nouveau, on a des dilutions, etc. Et après, vous avez deux autres fluides qui sont moins connus. De l'eau fossile, comme dans tous les systèmes hydrogéologiques, qu'ils soient dans des volcanites ou dans des réservoirs sédimentaires. Et ça, c'est moins connu, donc on essaie de comprendre mieux ça. Donc les rapports Lyon 3, Lyon 4, ils devraient être, j'avais oublié dans la slide précédente, mais dans la croûte terrestre, la valeur ici est généralement 0,01, 0,02. Ça veut dire que dans la croûte terrestre, vous avez surtout la production de l'hélium 4 pour l'uranium qui est dominant, donc ce rapport est très petit. Donc vous devrez avoir de l'eau qui a échangé avec les roches et qui devrait avoir une signature qui tend à être plus radiogénique, donc avoir que de l'hélium 4 à la fin, très peu d'hélium 3, et un rapport 40-36 à nouveau qui devrait être supérieur à 300. Alors là aussi, ça peut être n'importe quelle valeur, ça dépend de la quantité de potassium que vous avez dans la roche et la quantité d'argon qui peut aller de la roche vers les fluides. Alors généralement, dans un système sédimentaire classique, les 40-36 c'est toujours atmosphérique, même pour des roches fossiles, parce que bien sûr, à des températures normales, l'argon ne sort pas du minéraux potassique, sinon on ne pourrait pas faire de la géochronologie potassium-argon. Donc quand j'étais à Orsay, je faisais ça, je serais resté sans ce travail. Mais là, quand on parle des réservoirs à 300 degrés, bien sûr, c'est les températures d'ouverture des sanidines ou d'autres minéraux. Donc bien sûr, l'argon, il peut se transférer au fluide. Donc on peut avoir des valeurs qui théoriquement, ils pourraient être très élevées. Et après, il y a un quatrième fluide qui est complètement d'origine anthropique. C'est la réinjection des saumures en profondeur, comme je disais, pour garder la pression du réservoir.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter des gaz rares qui sont d'origine atmosphérique, parce que l'eau, il se dégage, il s'échange avec l'atmosphère dans les turbines. Et même nous, on a observé, on l'a démontré dans 2 chambres géothermales, même 3, on est en train de finir d'écrire le papier sur l'eau azufrèse, un nouveau papier. C'est que probablement, il englobe aussi des petits bulles d'air qui sont réinjectés dans les réservoirs. Donc les rapports isotopiques des gaz rares sont bien atmosphériques, et même les concentrations des gaz rares, ils sont plus celles des ASW, ça veut dire la concentration atmosphérique corrigée par la solubilité, mais vraiment on retrouve des rapports de concentration qui sont proches de celles vraiment atmosphériques, parce que vous avez ces bulles d'air qui sont réinjectées en même temps avec la saumure. Je vous montrerai pourquoi on a ça tout à l'heure. Alors, quel type d'informations pratiques on peut obtenir? Essayer de déterminer les quantités et l'origine de l'eau de recharge est très important. Si on a un système avec une recharge active, bien sûr, on peut espérer qu'on peut compenser avec la recharge de l'extraction. Au contraire, en revanche, quand on a un système fermé où vous avez avec des eaux fossiles, dans ces cas-là, et même un manteau vieillissant, donc le temps de vie du réservoir est sûrement limité parce qu'on va extraire dans un système fermé, donc on n'a pas façon de recharger. En étudiant les systèmes magmatiques, bien sûr, on peut comprendre si on a un système actif, c'est ce qu'il y a des mètres en profondeur qui donnent une continuation de la flux de chaleur et des fluides au système. Et donc, on peut espérer que le système reste actif d'un point de vue de l'apport des flux de chaleur longtemps. Et dans les cas des flux de réinjection, on veut savoir quel est l'impact sur la production. Alors, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on utilise aussi des wastewater, ça veut dire qu'on commence à mettre n'importe quelque chose dedans. Et donc, avec certains isotopes, on peut utiliser des isotopes qu'on n'utilisait pas avant dans les systèmes géothermiques, des isotopes plus utilisés dans l'environnement pour détecter ça. Alors, il y a, pour vous démontrer quelle est l'importance des isotopes et combien ils sont puissants, 2 petites histoires. Dans un champ géothermique, on était allé, Los Humeros, on avait mesuré les gaz rares, et les rapports isotopiques de l'hélium étaient parfaits à part un échantillon qui était proche de l'atmosphère. Alors là, tout de suite, les professeurs ont dit, ah ben voilà, c'est la faute des étudiants, parce que quand quelque chose ne marche pas, c'est toujours la faute des étudiants. Il dit, on a échantillonné mal un échantillon, parce qu'il est contaminé par l'atmosphère, et donc ça ne marche pas. Après, on a eu les résultats des isotopes du oxygène et deutérium de l'eau. Vous verrez, les puits de profondeur, les rapports ils sont très particuliers, ils tendent à aller vers ce que Gigenbach appelait l'eau andésitique, une eau mystérieuse qui est liée à la subduction d'un slab et le dégazage de cette eau, c'est ce qui va dans les mantle wedge produire vos magmas dark. Et la signature isotopique est exactement celle de nos fraîches de recharge. Donc les 2 choses, ça ne marchait pas trop. Et donc on a posé la question à les gens de la Commission fédérale de l'électricité. Ils se sont regardés eux, ils se sont ajustés la cravate, ils ont admis que les puits, les coffrages du puits étaient craqués, et donc l'eau des puits rentrait directement, et donc ils contaminaient l'eau de production. Et donc avec nos gaz rares et les isostables, on avait vu immédiatement ces pollutions externes. S'il y avait juste de la contamination, on pouvait dire qu'on avait fermé mal l'échantillon, mais les isostables de l'eau qui sont pris de façon différente, ils ont démontré la même chose. Donc ça, c'est la première petite histoire. L'autre histoire, c'est sur l'isotopes du chlore. Aujourd'hui, je montrerai juste un exemple avec du strontium et du brome. Mais dans certains endroits, on a trouvé des rapports isotopiques un peu bizarres pour des systèmes magmatiques. Et mon collègue, il travaille avec l'isotope du chlore dans les fluides de fracturation hydraulique avec Saudi Aramco. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de fracturation hydraulique dans les chambres de géothermales. Parce qu'on veut augmenter l'hyperméabilité. La fracturation, ce n'est pas fait seulement pour les chais gaz, on les fait dans tous les systèmes, qui soient géothermales, pétrole classique, conventionnel. Et bien sûr, dans les fameuses
recette secrète des pétroliers dans ces liquides qu'ils injectent. Il y a des chlores et il y a une composition isotopique complètement différente. Donc nous, on l'a détecté tout de suite. C'était des fluides de fracturation hydraulique qui ont contaminé depuis qui étaient tout neufs. Et donc nous, on a été allé échantillonner quelques mois après l'ouverture. Alors, avant de regarder des exemples, quelques photos, hein, parce qu'on a marre des diagrammes, sur comment on va échantillonner, analyser les gaz rares. Alors, est-ce que c'est simple? Ça, c'est pas vraiment simple, parce que, bon, bien sûr, on doit aller l'échantillonner d'une certaine façon, on doit faire l'extraction des gaz, on doit purifier les gaz, on va éliminer tous les gaz réactifs, on va garder que les gaz rares, on va voir ça après pourquoi. Alors, dans un système géothermal, quand vous avez 98% que c'est de la SE2, c'est vraiment au du H2S, c'est vraiment les gaz que vous ne voulez pas mélanger avec des gaz rares, mais il faut les purifier, les éliminer. Il faut faire une séparation cryogénique à très basse température pour séparer tous les gaz, et après les envoyer dans un spectromètre de masse à faire une analyse isotopique. Analyse qui généralement, une analyse des gaz rares, ça prend une journée entière, donc ce n'est pas la production des masses comme les isotostables qu'on peut faire centaines par jour en automatique. Et tout ça, il faut les faire dans l'atmosphère sans l'atmosphère, ça veut dire qu'il faut éviter la contamination atmosphérique, parce que bien sûr on a 1% de notre atmosphère qui respire, qui a de l'argon, mais il y a tous les gaz rares qui sont là-dedans. Et donc on a deux solutions, ou on enlève l'atmosphère de nos laboratoires, mais nos étudiants ne résisteraient pas longtemps, ou on doit faire ça de façon très particulière pour éviter toute contamination sous les terrains et pendant toutes les phases d'extraction et analyse. Alors, où on va échantillonner les gaz rares ou les gaz quand on est dans des zones hydrothermales? Alors, on pourrait aller directement dans les volcans. Ici, une magnifique photo que j'ai prise grâce à Émilie quand il m'a invité en Patagonie à échantillonner un vieux échange géothermal de Copahue qui a été abandonné par les Argentins il y a longtemps. Bien sûr, c'est pas évident, c'est en vidéo, c'est vrai. Donc, on voit l'éruption perpétuelle. Quand on était allé, il a continué à érupter pour des mois à la suite. Bien sûr, nous, on se simplifie la vie, donc généralement à la surface, donc vous avez deux endroits où vous pouvez aller mesurer tout ça. C'est les manifestations des surfaces, et c'est important pour comprendre la partie plus superficielle du système hydrothermal, et bien sûr dans les puits géothermiques, quand vous avez accès, hein, dans ces cas-là, vous n'avez pas accès. Donc ici, de nouveau, dans Copahue et les Fumaroles, c'est la chose plus compliquée, parce qu'ici, il y a de l'atmosphère partout, et essayer de récupérer les gaz, c'est pas vraiment évident. La chose meilleure, c'est dans ces mat volcano. Ici, c'est pas mal dilué, on parle de la pluie. Ici, c'est parfait, c'est Maritaro, à Los Azufres. Les rapports isotopiques de l'hélium 3 et l'hélium 4 sortis de ces bulles, c'est 7 fois l'atmosphère, c'est pratiquement les manteaux purs. Donc, il n'y a pas de contamination partout. Vous mettez un petit entonnoir et vous récupérez l'échantillon. Quelquefois, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Ces petites bulles ont été prises à côté des volcans Ontake. On avait fait un travail avec l'Université de Tokyo qui ont démontré comment utiliser l'hélium 3 et l'hélium 4 pour faire la prévision des éruptions. On avait démontré que les signaux de l'hélium 3 et l'hélium 4 il y avait augmenté les 10 ans avant la grande éruption qu'il y a eu, phréato magmatique de l'Ontake, il y a 2-3 ans, qui a tué une trentaine de touristes japonais. Donc ça, c'est les manifestations des surfaces que généralement on échantillonne. Alors, comment on va échantillonner ça? Alors, c'est très simple, on utilise ça pour ça. J'ai demandé à Émilie de me monter un, parce que je l'ai amené pour aller échantillonner des choses pareilles sur les massifs centrales. Donc ça, c'est un tube en cuivre avec deux mâchoires. Alors pourquoi du cuivre? Parce que c'est imperméable à tous les gaz. Vous pouvez les stocker plusieurs années dans votre laboratoire et les oublier. Donc dans tous les laboratoires des gaz rares, il y a toujours ça s'accumule parce que ça prend du temps à analyser. Et généralement, on fait circuler les fluides dedans et après, on écrase les deux mâchoires à froid et on peut garder, toujours bien serré, on peut garder les gaz pour plusieurs années sans se perdre et avoir une contamination de laboratoire. Dans ces cas-là où on avait des mat volcano pas très chauds, on connecte avec un tuyau. Vous voyez ici les tubes en cuivre avec un tuyau.
Dans un côté, vous avez un entonnoir pour permettre d'accueillir les gaz. Comme vous mettez l'entonnoir, vous venez sortir les bulles derrière, c'est vraiment très vite. Bien sûr, on les laisse circuler, pourquoi qu'on a bulles d'air, etc. On y tape dessus, etc. Ça, c'était en 2007-2008, avec un étudiant de maîtrise, mon collègue Bassan Galec. On était à Maritaro, à Los Azufres, à échantillonner ces champs de fumaroles et geysers, qui historiquement, ça a permis de découvrir les champs géothermales, qui est le 12e du pays. Et derrière, vous avez un autre tube, vous le mettez dans une bouteille avec un peu d'eau, juste pour voir les bulles d'air, des gaz sortir, et surtout pas avoir l'atmosphère qui rentre par derrière, il va contaminer l'échantillon. Chose qui n'est pas le cas quand on fait les puits géothermales, parce qu'on va directement sous les tubes vapeur, et là vous avez des gaz à 150 degrés qui sortent à un puits géothermal, il peut sortir jusqu'à 200 tonnes par heure de vapeur. Donc là, les quantités, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème de contamination. Excusez-moi. Oui. Oui, j'ai oublié de dire, parce que je fais des monologues. Posez des questions pendant, mais je n'ai pas. Quelle est la différence ou l'avantage par rapport aux bouteilles des Gigabac? Parce que finalement, on fait la même chose, on a l'entonnoir, on met la bouteille. Ouais. Alors, il y a des gens qui utilisent les bouteilles des Gigabac. Déjà, dedans, on met des éléments pour neutraliser des gaz réactifs, etc. La bouteille des Gigabac, la seule, c'est mieux pour quelquefois les concentrations, parce que ça permet avec un certain pin de refroidir les fluides et avoir quelque chose d'homogène par rapport nous on s'attaque à les tubes vapeur, donc on a l'extraction complète de l'eau de la vapeur, donc les gaz qu'on récupère, c'est l'équivalent de ce qui était dans la phase eau en profondeur, mais c'est clair qu'il peut y avoir pas des frictionnements isotopiques, on ne l'observe pas, mais on peut avoir des frictionnements alimentaires. Le problème de la bouteille des Gigabac, c'est juste que vous devez avoir des bouteilles spéciales. Généralement, à Gigabac, ils prenaient avec des bouteilles de Pyrex pour les gaz majeurs. Ce n'était pas un problème. Les Pyrex, une heure après, votre hélium est complètement échangé avec l'atmosphère. C'était les gros problèmes chez Allègre à l'IPG parce que son spectro de masse, c'était un spectro inverse. Et l'hélium, il faut le faire rapidement parce que les tubes spectrométriques étaient inverses, un Pyrex. Et donc, il y a un échange rapide. Donc il faut les faire avec un verre plombé qui coûte 400-500 $ à la bouteille, c'est ça, hein? Émilie a acheté pas mal. Donc c'est deux façons de faire différentes. Nous on préfère ça, mais c'est vrai qu'historiquement, surtout pour les gaz majeurs, ça a été utilisé pas mal. Gigabac, ça permet aussi déjà d'éliminer certains gaz que nous on fait revanche sous la ligne avant l'analyse isotopique de détruire tous ces gaz réactifs. Donc, justement, nous, ici, c'est une photo de Cerro Prieto. Vous avez eau et agua, donc l'eau. Et donc, on se connecte directement. On va voir des photos sur ces tubes vapeur. On récupère les gaz à l'intérieur de ces tubes. Quelquefois, donc, vous avez quelquefois, la majorité, c'est des séparateurs. Donc, vous avez l'eau qui arrive en surface, qui est séparée. L'eau, il va dans un côté. Dans des piscines, c'est là qu'on va chercher l'eau pour faire les isotopes stables, etc. Et tous les restes des gaz, ils sont concentrés dans la phase vapeur. Donc, effectivement, c'est ce qu'on observe. Tous les gaz rares qui sont dans les tubes en cuivre, ils vont voir la composition originale de ce qui était dans l'eau en profondeur parce qu'il y a une extraction à 100%. Donc, à moi, à côté, soit élémentaire qu'isotopique, on n'a pas un fractionnement dû à des problèmes de bowling ou d'extraction en surface dans les séparateurs. Mais quelquefois, il y a des puits qui tout est mélangé. Il n'y a pas de séparateur. Donc on met un petit séparateur de terrain où il y a un serpentine qui est refroidi et qui va dans un côté sortir la vapeur, de l'autre côté l'eau. Et donc on se connecte les tubes en cuivre là et on va faire une séparation sur les champs. Quelquefois, mais ça c'est pas pour les gaz rares, je pense qu'on n'a pas analysé les gaz rares dans ces puits-là. On a pris aussi les gaz rares, je ne sais pas comment, ah oui on avait mis un entonnoir. Ça c'est un vieux, il y a un puits, un vieux tube qui transporte la vapeur, abandonné depuis 30 ans par les Argentins à Copahue. Émilie ici et son étudiant italien ici, donc on s'est connecté dans un vieux tube qui fuyait les gaz et on a fait les analyses. Je pense qu'on a obtenu 6, 7, 8, 7 et quelque chose, donc on n'a pas de contamination atmosphérique, donc on a pu analyser avec toujours les volcans derrière une éruption les gaz rares.
Alors, quand on a ces tubes de vapeur, c'est qu'on fait, bien sûr, on n'a pas les tubes PVC connectés, on connecte directement les tubes en cuivre, on les fixe sur un petit étau, hein, parce que les températures, les tubes en cuivre, ils changent rapidement des couleurs, bien sûr, hein, c'est à des hautes températures. Et généralement, on ne met rien derrière parce qu'on ouvre doucement la vanne, hein, on prend juste un poulième de la pression du tube, donc on n'a pas de problème de contamination. Et on serre les tubes. Alors, ça, c'est quelque chose qui existe depuis 40 ans, 50 ans. 68, Weiss, il avait fait pour des échantillons océanographiques, et ça n'a plus changé depuis. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut faire attention, c'est les types de cuivre. C'est du cuivre qualité réfrigérateur qui s'écrase, mais qui ne casse pas, et l'épaisseur. Alors, je me souviens que le laboratoire de Chris Valentin, il a changé 14 avant de trouver les bons. On a testé 4-5 avant de trouver les bons. Il faut avoir la bonne épaisseur. Et la seule chose qu'on a changé, c'est qu'avant, on faisait manuellement. On serrait. Et ça prend du temps. Et après, je me suis dit, ben, pourquoi on ne fait pas comme une Formule 1? Quand il arrive, on change les pneus avec les grosses perceuses, 2 boulons, et on répare tout de suite du pit stop. Ben, c'est la même chose. On utilise on les voit là, ça c'est pour de l'eau normale, en perceuse. Donc ça prend 10 secondes pour serrer tout ça. Ben, c'est sans vidéo, mais dans ces projets géothermiques, on a fait, je pense, 120 puits géothermales. On n'a pas un seul qui a fuyé. Bon, mais il y en a plusieurs qui ont fuyé à Cerro Prieto, mais ce n'était pas notre faute. Nos collègues mexicains, je vais dire, alors c'est incroyable, les cuivres que moi j'achète au Canada, il est produit dans une usine mexicaine. Mais eux, ils n'ont pas accès à ces cuivres. Ils me demandaient pourquoi. J'ai compris que c'est les mystères. Moi, je critique toujours le Mexique, Annika n'est pas content, mais c'est un mystère, donc ils n'ont pas accès à ces cuivres. Et à la fin, ils ont trouvé un cuivre qui était relativement épais. Et quand on est parti à Cerro Prieto, on avait notre cuivre, un certain moment est terminé, ils ont utilisé leur cuivre. Et l'étudiant qui ne voulait pas aller chercher, commander loin, etc., il avait acheté un local qui était trop fin. Et vous voyez ici, il y a des petits... Comment on appelle? Des anneaux. Oui, des anneaux. Ils sont à la bonne épaisseur, de façon que quand il écrasait, ça n'écrase pas trop et qu'il casse. Et on voyait que ça continuait à fuir et il était trop fin. Donc on a dû enlever ça. Et l'étudiant qu'on a vu dans la photo avant, il est bon dans les trucs manuels. Il est arrivé à serrer suffisamment bien sans se casser les tubes. Donc on a eu 4-5 qui ont fui, mais ce n'était pas pour les systèmes. Sinon, juste avec l'histoire de la perceuse, on a réduit presque à zéro la contamination sous les terrains. Alors, ici, il y a des figures différentes. Nous qui on connaît ici, c'est Los Humeros, les puits. Tandis que mon collègue avec l'isotostable, lui est tranquille, à serpentine, refroidi, il prend sa petite bouteille de verre ou autre pour ses gaz, pour ses isostables. Donc, on a une vie beaucoup plus facile. À la fin, on doit analyser ça. Ça semble rigolo. Marion Savis, c'est l'étudiant qui fait la thèse en Islande et Nouvelle-Zélande sur la relation géothermie, dépôt d'or, cuivre, etc. Et Arisa, qui est mexicaine, qui est ma technicienne, il s'amuse. En réalité, c'est pas si amusant que ça. Comme je dis, c'est très long. Ici, vous avez l'Helix Multicollection, un petit quadrucole QMS que j'utilisais, qui est très puissant. Hein. Je l'utilisais pour faire l'isotope du xénon dans les roches archéennes, donc ça marche bien. Et un autre gros quadrupolaire qu'on doit finir d'installer, avec en ligne d'extraction et purification des gaz. Alors, c'est compliqué, comme je disais, parce que la première chose qu'il faut faire, il faut extraire les gaz. Aujourd'hui, on les fait à l'extérieur. C'est simplement qu'on a un petit système sous vide, c'est tout en acier, cuivre, etc. C'est donc tout isolé. Quand on parle des vides chez nous, c'est l'ultra-vide, c'est 10-8 et 10-10 millibars. Donc, on parle de l'ultra-vide. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que donc on a un volume vide, on connecte ça, tout sous vide, on ouvre un des mâchoires, on relâche les gaz et les fluides, dans les cas qu'il y a des fluides, on dégaze les systèmes et on récupère juste un petit échantillon en acier avec un van et qu'on les connecte à la ligne, et là on commence la purification. Alors la purification, ça veut dire c'est une série de guetteurs, c'est des métaux à haute température et à basse température. Ils permettent de détruire ou de piéger dans la structure métallique tous les gaz réactifs.
hydrocarbures, CO2, H2S, etc. Et à basse température, il permet de réduire la pression de l'hydrogène, qui est important parce que l'hydrogène, il va créer des masses isobariques qui sont proches de l'hélium 3, qui c'est ce qu'on veut mesurer principalement, à moins pour ces systèmes hydrothermaux. Et donc vous avez la ligne sous vide, c'est une ligne de vannes connectées, des volumes, et on fait circuler les gaz dedans, on les purifie. Et ensuite on fait une séparation cryogénique. Vous avez une pompe cryogénique qui descend à 9 Kelvin, moins 264 degrés, et on absorbe tous les gaz rares. Et c'est le moment où toute la partie électrique est morte, il est parti aux États-Unis. Donc depuis un mois, j'ai créé des accidents dans mon labo. On commence à vieillir les labos. Et c'est pratiquement, on y voit de l'hélium comprimé qui va s'expandre et comprimer, donc il va baisser la température jusqu'à 9 Kelvin. On absorbe tous les gaz rares et après on réchauffe légèrement pour relâcher quel hélium, quel néon, etc. Et l'envoyer soit au quadrupolaire, soit à l'hélice multicollection pour aller faire des mesures des gaz rares. Donc la troisième partie, c'est donc les monstres. En ce moment, on l'utilise pour l'hélium et les néons seulement. D'autres gaz rares, on les fait en ce moment sous les petits et on va passer après à l'autre ici pour faire analyser d'autres isotopes des gaz rares. Et comme je disais, la purification est importante, parce que si on regarde tous les isotopes des gaz rares, à chaque isotope, je peux vous trouver une masse isobarique qui est très proche. Donc si vous n'avez pas de la haute résolution et vous purifiez bien l'échantillon, vous allez mesurer de façon erronée ces isotopes, parce que vous avez de la contamination des différents hydrocarbures. Les classiques, c'est par exemple le krypton 78, qui est encore aujourd'hui, même avec les gros hélix, on n'arrive pas à bien mesurer, parce qu'il y a les benzènes qui est vraiment très proche, et même avec l'hélix qui a un pouvoir de résolution monstre, on n'arrive pas vraiment à séparer la masse de 78. Chose qui n'est pas vraiment dramatique, parce que les kryptons, c'est les plus ennuyeuses des gaz rares qui existent, parce que dans tous les réservoirs terrestres, c'est pratiquement la même composition isotopique et cosmique, donc à part des fractionnements des masses. Donc c'est les moins intéressants par rapport à les autres gaz rares. Donc on va voir, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Sinon on va passer à quelques résultats. Ici de nouveau Cerro Prieto, avec ces énormes lagunes avec, vous voyez flotter des saumures et de la silice. Ici, c'est monstrueux. Je vais vous montrer dans la dernière photo des remerciements. Vous avez des plaques de silice partout, parce que bien sûr, les réservoirs, c'est des grès. Avec la qualité du fluide sulfidique qu'il y a, vous ramassez plein. Il y a de gros problèmes de silica scaling. Donc vous avez à l'extérieur des puits où il y a des gouttes qui se forment, vous avez des stalagmites de silice magnifiques qui se forment en quelques heures. Et tous les lots des rejets autour des puits, ils sont couverts par des croûtes de silice qui se forment rapidement. Donc et là, on décharge tous les saumures. Derrière, il y a une zone où les saumures ils sont réduits. Donc on fait décanter ça, on récupère l'eau, qui théoriquement n'est pas salée. Moi, je l'ai goûté. Il est salé, mais bien sûr à 10 fois moins que celle en profondeur. Et après, on la réinjecte. 30% de l'eau qui est extraite à Cerro Prieto est réinjectée dans les réservoirs. Et ça, c'est toujours Émilie qui se balade en Patagonie à Copahue. Alors, on va voir des résultats avec les gaz rares pour comprendre qui sont l'évolution des sources de chaleur et comprendre comment on identifie ça dans les différents endroits qu'on a visités ou dans les chambres géothermiques en général. Donc, on va parler de ces parties des fluides magmatiques, si vous voulez, donc surtout en utilisant l'hélium. Alors ici, j'ai un exemple tout bête. J'ai fait une compilation des données. Donc, certains, c'est des vieilles données des Américains et d'autres, c'est nos données. Donc, Los Humeros, Los Azufres, Cerro Prieto, Las Tres Virgenes, c'est nos données. Et Cerro Prieto, je viens d'avoir d'autres données, mais ça ne change pas trop la répartition. Ici, vous avez, donc, c'est toute la côte ouest américaine et le Mexique. Donc, disons, tous les fronts, plus ou moins d'arc, à part deux endroits qui sont bien à l'intérieur, comme la Bagas Valles Caldera, ici, au Nouveau-Mexique. Donc des puits géothermiques. Et quelle est l'évolution, quelle est la signature isotopique de l'hélium 3 et l'hélium 4 ça, entre autres, c'est dans un chapitre qu'on a fait où il y a plusieurs des exemples que je vais vous montrer.
pour un short course volume de la Geochemical Association au Canada. Si vous voulez, je peux vous le distribuer, j'ai un PDF justement, donc ça peut être mis en ligne sur votre site interne et intranet. Si les étudiants y sont intéressés, vous pouvez les récupérer. Et donc, vous voyez que les rapports isotopiques de l'hélium-3, 4, ici normalisés contre l'air, et il est dans les différents champs géothermiques, il est un mélange de deux pôles, hein, si on corrige par l'atmosphère, les pôles mantéliques, bien sûr, et les pôles crustales, avec des valeurs qui sont, chaque champ, il semble avoir une valeur dominante. Hein, par exemple, le Zumeros, c'est 7 plus ou moins 0,4, hein, il est très constant, il est beaucoup plus variable aux azufrès. Cerro Prieto, à part un groupe de puits qui probablement ils sont devant les fronts de réinjection des fluides, donc ils sont dilués, et autour des 6, et autour des 5 pour la stress virginès, etc. Et après, il y a ce Dixie Valley Nevada ici, qui a des valeurs qui sont très proches de la croûte, donc qui est très forte, contaminée par la production d'hélium-4. Alors, qu'est-ce qui signifie ces variations dans les rapports isotopiques de l'hélium? Ça signifie les vieillissements de la source. Je vais faire apparaître, je pense qu'il y a. Les vieillissements de la source de chaleur, donc de votre magma. Ça veut dire quoi? Ben, si vous êtes dans la région des geysers, ou de los Zumeros, hein, vous avez une source active magmatique, probablement très très jeune. Donc les rapports isotopiques égal à celle du manteau terrestre, et surtout, n'étant pas vieux, étant très récent, vous n'avez pas de la production d'hélium-4 par l'uranium et thorium qui est contenu dans votre corps magmatique, qui va vieillir votre signal, il va les rendre plus crustales, et donc vous êtes devant des systèmes qui sont très actifs, vous avez une source qui est très jeune et très active. Donc l'exemple ici de geyser type, donc vous avez un magma, une intrusion active qui va vous donner un rapport isotopique très proche du manteau terrestre, et l'eau qui circule, qui va du corps magmatique vers la surface. Alors là aussi, hein, il y a toujours des flèches rouges du corps magmatique vers la surface, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe dans les champs géothermales à ces profondeurs de 5-7 km, on ne le sait pas trop. Et donc, vous avez l'eau qui circule, qui va avoir un signal qui est très proche de celle du magma. Dixie Valley, en revanche, c'est probablement un système qui est en train de vieillir. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez les corps en refroidissement, et probablement c'est mis en place quelques centaines de milliers d'années. Et donc, la production interne d'uranium et thorium, même s'il n'y en a pas beaucoup, il va produire de l'hélium-4, et donc votre signal isotopique, il va être dilué dans les temps. C'est ce qu'on appelle le magma aging, donc le phénomène de vieillissement du magma, et qu'on voit avec ce déplacement vers un pôle crustal du système magmatique qui alimente les champs géothermales. Alors ici, ça permet aussi de comprendre qui sont les sources, par exemple, du système. Ici, j'ai repris du travail de Kennedy Vances, qui avait travaillé dans Dixie Valley. Et l'événement du magma, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que, ici c'est juste un élargissement, on construit un cours d'évolution du rapport hélium-3, hélium-4, en partant d'une valeur, mettons 8 ou 6,5, selon qu'est-ce qu'on assume qui est la valeur initiale. On prend une concentration initiale d'hélium-4 dans les corps magmatiques. Ici, il y a deux extrêmes. Ça, c'est les valeurs 10-9, je pense que c'est des centimètres cubes par gramme de roche. C'est les valeurs d'hélium-4 mesurées dans les basaltes de la région de Nevada. Et ici, c'est dans des xénolithes mantéliques, si je me souviens bien. Donc, on construit différents cours avec différentes concentrations initiales d'hélium-4. Et après, on sait quel est l'uranium et le thorium contenu dans les différents corps magmatiques. Et on commence à produire de l'hélium-4 dans les temps. Et on voit comment évolue les signaux isotopiques avec les temps. Ici, vous avez les temps et millions d'années. Et donc, on voit que, ici c'est 1 million d'années, on voit qu'un système magmatique, s'il arrête d'être alimenté, votre signal hélium-3, hélium-4, il décroît très rapidement. Et on va les voir avec les azufrès, avec les isotopes aussi du strontium. Donc, trouver encore dans les puits des valeurs qui vous allez mesurer des 7, des 8, ça veut dire que vous avez un système qui
qui est actuel. Vous allez remplir de nouveau votre fraîche parce que quelques dizaines de milliers d'années, vous réduisez rapidement à 1 ou inférieur à 1 votre rapport isotopique hélium 3 hélium 4. Dans les cas des Dixie Valley, c'était aussi intéressant parce que eux, ils avaient regardé qui était la valeur de hélium 3 hélium 4 mesurée dans les basaltes du Miocène de la vallée des Dixie, qui remplissent ces calderas, et ce qui a été mesuré dans les fluides. Et on voit que les valeurs qui on s'attend, ils ne creusent pas cette courbe de décroissance, en indiquant que les corps magmatiques, c'est quand même pas les basaltes miocènes qui sont à la surface, c'est probablement un corps magmatique qui est plus jeune, mais qui on ne voit pas à la surface, et qui peut avoir un âge entre 5 millions d'années à moins de 100 000 ans, etc. Donc ça permet aussi de comprendre qui sont les vraies sources. Donc les sources qu'on voit en surface dans la caldeira, ce n'est pas la source des chaleurs probablement et des fluides magmatiques du système. Mais le système, bien sûr, est en train de mourir parce que c'est des magmas qui sont en place, qui sont en train de refroidir. Et donc, effectivement, l'afflux de chaleur est bien inférieur que dans les autres champs qu'on voit plus au sud, au Mexique. Et cet vieillissement du rapport isotopique dû à la production de hélium 4 à l'intérieur du corps plutonique et un refroidissement. On peut voir des façons différentes aussi avec d'autres isotopes. C'est l'exemple des sources magmatiques à Los Azufres. Los Azufres, elle est donc ici, au centre du Mexique, dans la ceinture transmexicaine. C'est, je pourrais dire, un vieil caldeira, il y a une grosse discussion sur son vraie origine, en dépression, en Sierra, voilà, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les modèles caldeira, rempli d'ignimbrite miocène. C'est le long d'un rift est-ouest, l'Acambay Rift, qui coupe ces secteurs, qui est une dépression, pas loin de la ville de Morelia. Ces failles sont très actives, hein. On a des tremblements de terre souvent à Morelia de 5-6 de magnitude de Richter. Et ici, il y a un autre village où il y a eu un grand tremblement intracontinental très puissant. Ici, c'est la vision simplifiée du champ géothermal. On a une zone sud et une zone nord de production. Et donc, très distant. Vous êtes à 3000 mètres et 2800 mètres de hauteur. Hein, c'est très beau, vous avez vu de la photo, couvert de forêts, bien plus joli que Cerro Prieto. Et ici, vous avez les ignimbrites de la Scumbras, qui est le sondage miocène. Et après, il y a des intrusions tardives, des coulées tardives rhyolithiques dacitiques qui ont 10 000, 30 000 ans, qu'on retrouve ici dans la partie sud, que c'est les rhyolites de Yerba Buena, donc des camouilles, si c'est bien ici, je traduis bien, qui ont donc les plus récents. Si on regarde nord-sud en section simplifiée, comme ils les voient les gens de la Commission fédérale, vous avez ces corps magmatiques à une certaine profondeur qui va donner un fluide parent qui est composé d'eau météoritique ou magmatique. À nouveau, on ne sait pas trop bien dans quelle proportion. Et vous avez, il va se distribuer sur 2 zones avec ces 2 réservoirs liquides. Avec une phase plus dominante liquide au sud que dans le nord, parce qu'il y a un phénomène d'éboline plus important, avec ces 2 zones de géothermal. On s'est posé beaucoup des questions sur l'origine. Alors ici, c'est une image de ces coulées plus ignimbritiques et rhyolithiques tardives de Yerba Buena à l'intérieur du champ géothermal. Si on regarde la composition de l'hélium, ici vous avez un autre diagramme classique, le diagramme de Cray. Vous avez les rapports hélium 3, hélium 4, normalisés à l'air. Et ici vous avez les rapports hélium 4 et hélium 20. Alors, ces rapports, c'est très important pour voir les différentes sources possibles. Alors là, vous avez 3 sources qui peuvent être présentes dans les fluides. La source mantélique, qui est bien sûr un rapport 3/4 des 8.
Comme je disais, on a un puits qui nous donne 7,9, hein, donc vraiment proche du manteau pur, avec des signatures à delta 13 du carbone à moins 7 pour 1000, donc vraiment la signature classique mantélique. Vous avez l'eau des recharges qui est en composition hélium 3, hélium 4 égale à 1. Alors, les manteaux, il va avoir un rapport 4/20 très élevé parce que les 4 il est présent dans les magmas. L'hélium 20, là, il représente plus l'atmosphère. Et donc, même s'il peut y avoir du néon mantélique, mais là, majoritairement, c'est donné par les eaux météoritiques. Donc, quand les rapports il devient très petit, ça veut dire que l'hélium 20 il domine sur l'hélium 4, donc c'est l'atmosphère. Et quand en revanche ces rapports est très petit, ça veut dire que l'hélium 4 est dominant, vous avez un pôle mantélique. Et vous avez un autre pôle que je n'ai pas mis ici, qui est ici, que c'est le pôle crustal, où vous avez un rapport 3/4 qui est dominé par l'hélium, donc ça diminue les rapports ici, et vous avez toujours un 4/20 qui est très élevé. Alors, quelle est la vraie valeur ici? Chacun est mis en valeur 10 000, 1000, 5000. C'est très aléatoire parce qu'on ne connaît pas trop. On peut les connaître via les morts pour les manteaux, mais pour la croûte, ça peut être très aléatoire. Et donc, on voit que c'est un mélange des trois pôles. Tous nos puits, ici, c'est représenté la zone sud et nord avec deux couleurs différentes, mais il n'y a pas une vraie distinction entre les deux zones. Et ici, vous avez des courbes de mélange entre un pôle magmatique pur et l'eau de recharge. Et ici, si je rajoute 10% des croûtes, donc des hélium crustal, 20%, 30, 40, jusqu'à 100% où l'étoile serait ici. Et donc on voit qu'il y a aussi un composant crustal relativement important. Et ici, il y a un groupe de fluides, des puits qui sont très proches de la valeur de recharge, parce qu'ils sont des puits qui sont sous l'influence de la réinjection. Les puits ici en rouge, 90% de l'eau, c'est de l'eau de réinjection qui va en profondeur et est réchauffée et on la réutilise parce qu'il produit de la vapeur à 150 degrés. Donc eux, ils ne regardent pas la qualité, ils regardent qu'est-ce qui sort. Donc, et donc, bien sûr, lui est contaminé donc, complètement par l'atmosphère. Donc on a trois pôles. Donc on a sûrement un pôle magmatique qui est très fraîche, hein, qui donne un signal très magmatique, mais il y a aussi du aging du magma. Et quand on plotte l'hélium contre les strontium, mesurés dans les fluides, on s'est aperçu qu'il y a grosso modo un mélange ternaire entre ce que j'ai identifié entre trois pôles. Vous avez ici un pôle d'un magma que je retiens qui est la vraie source du magma et des chaleurs de l'os azufrès, qui doit être un magma d'origine mafique avec des valeurs de strontium 87-86 classique, hein, du manteau supérieur du basalte 703, hein, c'est classique des roches mafiques, donc des basaltes qui sont en profondeur. Étant du magma frais, vous n'avez pas de production d'hélium 4 interne, donc le rapport isotopique qui va être pratiquement celle du manteau terrestre. Vous avez un deuxième pôle qui est relativement jeune, que c'est les rhyolites et holocènes, où ils sont riches en uranium et en temps de rubidium, donc on peut s'attendre qu'il peut y avoir une production radiogénique importante. C'est vrai pour les strontium, donc dans la région, les rhyolites ils donnent des valeurs autour de 7,049,5. Mais étant très jeune, l'uranium, il n'y a pas eu encore vraiment le temps de produire beaucoup d'hélium 4, donc les rapports, il est probablement juste un peu plus faible, hein, peut-être autour de 7, 7,5. Et après, vous avez l'andésite miocène. Si on fait des calculs avec l'uranium qui est contenu à son âge, effectivement, on descend autour de 3 à 4 la valeur initiale. Ça veut dire que c'est les vieux magma qui ne donnent plus vraiment la chaleur et les fluides actuellement, mais qui a encore un héritage des fluides magmatiques, mais qui sont vieillis par la production interne de l'uranium et qui a un signal encore plutôt mafique. C'est des basaltes andésitiques, hein, ce n'est pas des vrais andésites, hein, c'est des basaltes andésitiques, donc toujours dans les valeurs attendues pour la région. Donc on voit ça, et si par exemple on plotte les strontium comme par exemple les bromes, alors moi je ne suis pas un spécialiste des halogènes, on va encore travailler énormément les données des halogènes,
Mais on retrouve un peu la même chose. Ici, c'est les strontium 87 sur 86 contre les brom 81. Et on retrouve de nouveau comme un mélange ternaire entre les trois pôles, représentés probablement de trois corps magmatiques. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une signature aussi des halogènes qui est différente. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais je sais qu'il y a des spécialistes des halogènes ici à Clermont-Ferrand. Donc, ça m'intéresse de connaître un peu plus. C'est mon collègue de Waterloo qui devrait travailler plus sur ça, mais c'est joli de voir qu'on revoit avec d'autres isotopes ces mélanges des trois sources différentes. L'hélium et les autres gaz rares, il peut être aussi utile pour comprendre quels sont les transferts des chaleurs dans les champs. Alors, bon, on dirait, mais c'est la convention, il y a un système de fluides, donc c'est la convention qui est dominante. Pas toujours, il peut y avoir aussi de la conduction. Ça, c'est un diagramme qui avait développé Pete Bournard. Il y a beaucoup de choses que nous, on voit dans les fluides actuels, que Pete les voyait dans ses inclusions fluides des dépôts minéraires anciens, parce qu'en réalité, lui voyait les mêmes choses que je vois moi, mais fossiles. Donc, on a exactement des diagrammes qui sont très similaires. Alors ici, vous avez l'hélium 3 ploté contre la chaleur, le flux de chaleur, 1 joule. Q, ici vous avez les rapports hélium 4 contre l'argon 36. Ici c'est représenté les rapports 3 hélium sur Q des morbes comme référence. Et on voit qu'il y a une relation entre ces isotopes des gaz rares et la chaleur. Et ce qui est intéressant, c'est que si le système distribue les gaz rares et la chaleur par convection, vous allez enrichir beaucoup plus rapidement vos fluides d'hélium que la chaleur. Par contre, en conduction, vous aurez en distribution, la chaleur il va se distribuer mieux. Vous avez un transport des chaleurs plus important que les gaz. Donc ces rapports, il va évoluer de cette façon. Il va diminuer par une zone qui est dominée par la conduction, ces rapports, parce que la chaleur est transportée plus facilement que l'hélium. Au contraire, dans le système de convection avec des fluides, les isotopes de l'hélium, ils sont transportés mieux que la chaleur, donc ces rapports, ils tendent à augmenter. Autour d'ici, les systèmes hydrothermaux, par exemple, des rides étudiées par exemple par Charlou à l'Ifremer, il se positionne dans ces endroits-ci similaires à les membres. Et si vous avez une dilution par de l'eau météoritique, ces rapports ils diminuent parce que vous ajoutez des 36 que c'est un gaz atmosphérique. Si en revanche il y a une pollution radiogénique, vous allez augmenter ces rapports. Alors on se pose la question, pourquoi ici c'est l'eau azufrèse toujours? On a beaucoup de puits que c'est par convection, hein, c'est normal, on est dans un système convectif, mais il y a aussi des systèmes par conduction, et probablement ça c'est parce que c'est des puits qui sont sous l'effet de boiling. Donc vous refroidissez les systèmes, vous créez du boiling, donc vous créez de la phase vapeur, et conduit mieux la chaleur, mais conduit moins bien, bien sûr, les gaz. Et donc vous avez des puits qui représentent un régime des transports de la chaleur et des gaz qui est plus par conduction que par convection, même si en général vous êtes dans un système convectif. Donc ça c'est une autre façon de voir comment utiliser les gaz rares pour essayer de comprendre les mécanismes de transport de la chaleur. Alors l'autre chose ça nous intéressait, parce qu'on l'avait vu en 2013, on avait fait un premier travail sur l'eau azufrèse avant ces projets, on avait publié en 2013, mais on était allé échantillonner bien avant. C'était un petit projet qui allait pas très vite, après on a eu ces gros financements. Et c'était de voir s'il y a aussi un composant d'eau fossile. Et ça c'est très intéressant, les gens de la CFE ils nous demandent, par exemple, l'osumérose c'est connu, c'est très perméable. Ils ont des fluides très chauds et très acidiques au centre du champ, et ils voudraient bien savoir s'il y a ils suspectent de l'eau qui est très vieille. Effectivement, on l'a démontré qu'il y a de l'eau vieille, mais avec des combien on ne sait pas. Et on regarde avec, par exemple, plus de la production radiogénique de l'hélium, s'il y a de la production radiogénique de l'argon 40 qui peut nous dire qu'il y a des vieux fluides qui sont en contact avec la roche et qui accumulent de l'argon. Et c'est pas évident parce que la signature mantélique et radiogénique de l'argon est la même, c'est-à-dire qu'on augmente les rapports. C'est pas facile de faire la distinction. Alors on pourrait dire, mais oui, utilisez les carbone 14, utilisez les tritium, autre chose. Alors bien sûr, les tritium, ils ne marchent jamais parce que vous êtes des systèmes qui sont quand même relativement anciens, qui ont plus de 60 ans.
des tritiums, vous les voyez quand vous mesurez certains à la surface fumarole aux sources thermales, parce que les circuits, quelquefois, il est profond, mais quelquefois il est très court, il est juste chauffé rapidement par le flux de chaleur. Et donc, vous avez de l'eau météoritique qui est très jeune, donc ce sont des circuits très courts. BEPOU, c'est classique, on a des tritiums, on peut mesurer, parce que c'est des circuits de 20-30 ans. Ils ont de l'eau qui est à haute température, mais les circuits sont très petits, donc les tritiums, ça permet de dater des eaux jusqu'à 60 ans. Les carbone 14, ça sert à rien. Pourquoi? Les carbone 14, vous savez, on doit corriger par les carbones morts. Alors, dans un système hydrothermal, vous avez 98% des CO2 magnétiques, des sources de carbone mortes, vous en avez à tonnes. Et le seul endroit qu'on est arrivé à voir encore un peu de carbone 14 qui semblait d'origine, donc par les réactions nucléaires, donc naturelles dans l'atmosphère, donc on pouvait faire des datations, et qui a donné des âges similaires dans l'ordre de grandeur à des datations qu'on a fait en utilisant uranium-hélium, parce que vous avez l'uranium dans la roche, vous produit de l'hélium. Si vous connaissez les temps de contact, et connaissant la production, vous pouvez calculer un temps de contact eau fluide. C'est à l'Astres Virgenes qu'on avait publié sur Applied Geochemistry. C'est le seul exemple où on peut essayer de dater les eaux. Donc c'est très difficile de dater, mais eux, ils veulent savoir, parce qu'ils veulent savoir est-ce qu'ils sont en train d'exploiter de l'eau qui reste 100 000 ans dans les réservoirs aux 10 ans. Donc ils peuvent augmenter ou diminuer le flux de production. Alors, on passe à notre champ, Los Humeros. Vous êtes ici dans la région des Pueblos, Veracruz. On change complètement, c'est très désertique. C'est un caldeira d'effondrement. En réalité, c'est 3 calderas. On met 2 calderas, un boîtier, un dans l'autre. Il y a la caldeira de Los Humeros, qui ici on ne voit pas plus externe. C'est des gros éruptions ignimbritiques, Miocène, avec un plus petit caldeira de Los Potreros. Et après, à l'intérieur, il y a une dépression qui au début était identifiée comme un 3e caldeira. En réalité, c'est juste morphologique. C'est une petite dépression morphologique à l'intérieur. Et il est traversé par des failles régionales comme la faille d'Antigua. Et vous avez à l'intérieur de cette zone, la zone de production, c'est le 3e plus important champ au Mexique. Il y a 22 puits de production. Il n'y en a pas plus. Avec une zone sud, médiane et nord. La production a commencé ici, de plus en plus on s'est déplacé ici, parce qu'ici on a des températures jusqu'à 380-400 degrés, donc c'est la zone la plus intéressante. Et malheureusement, on n'a pas plus de pluie, parce qu'au contraire de Los Azufres qui est très fracturé, ça c'est un réservoir qui est très très peu perméable. En fait, si on regarde dedans, la signature de l'eau est presque zéro. On a calculé qu'on a entre 1 et 10% d'eau météoritique. Tout le reste, c'est de l'eau magmatique et de l'eau qui a un certain âge, et on le voit avec la référence. Donc, c'est vraiment un système qui est très fermé. C'est très aride. Hein. Ici, il pleut, vous le voyez, c'est classique, hein, qu'il y a des cactus et palmiers. Il pleut 1 ou 2 fois par an, etc. C'est le problème de la baie Californie, où la grande recharge de certains de ces champs, ils correspondent à la période humide de la dernière déglaciation. Et donc, par exemple, dans les 13 Virgenes, on a pu calculer que l'eau qui est dedans, et probablement, il vient des 30 000 ans, au maximum 12 000 ans, la dernière déglaciation. Donc, c'est des systèmes qu'on va exploiter une seule fois, et on les tue parce qu'il n'y a pas de recharge actuelle. Section transversale nord-sud. Ici, vous avez la série des rhyolites et ignimbrites, très très peu perméables. Et vous avez à la base, qui quelquefois les puits, il les traverse, des métacarbonates paléozoïques qui font les socles de ces terrains, avec des volcanites qui sont jusqu'à très récents. Hein. Et donc ici, on sait qu'il y a des magmas très frais parce que les dernières volcanites qui ont quelques milliers d'années, donc c'est sûr qu'il y a un système très actif. Et bien sûr, on les voit parce que si on regarde les rapports Hélium 3 et Hélium 4, il est très élevé et très constant, autour des 7. Donc, on a toutes les valeurs. Ici, vous avez un rapport Hélium 3 et Hélium 4 ploté contre les 40-36. Alors ici, c'est les gros problèmes des champs géothermales. Vous pouvez, parce que généralement, un mélange entre un manteau, ici vous voyez, j'ai coupé parce que les manteaux, ils peuvent être 30 000, 40 000, etc. Pour 40-36, c'est 8. Ici, j'ai mis 7,5, c'est la valeur maximale qu'on a mesurée dans les secteurs. Ici, vous avez l'eau de recharge, donc les pôles atmosphériques. Les gros problèmes avec les 40-36, c'est que c'est difficile de voir des gros signaux du rapport 40-36. Pourquoi?
c'est un mélange isotopique et des concentrations. Et le problème, c'est que les manteaux, ils contiennent beaucoup d'hélium 3 et très peu d'argon 40. L'atmosphère, il contient presque pas d'hélium 3, il contient très peu, mais beaucoup d'argon 40, 1%. Donc la dilution est rapide. Si vous ajoutez 10% de l'atmosphère, vous êtes déjà là. Vous avez presque dilué à la valeur atmosphérique l'argon 40, 36. Par contre, l'hélium 3 et l'hélium 4 n'a encore pas bougé. Vous devez injecter jusqu'à 80%, 70% d'eau météoritique pour commencer à voir l'hélium 3 et l'hélium 4 bouger vers la valeur atmosphérique. Donc, généralement, vous avez ce type de courbes très raides, hein, des mélanges isotopiques, ces hyperboles. Ici, on voit qu'il y a certains puits qui ont jusqu'à 800, des rapports 40-36. Et on s'est demandé, est-ce que c'est toujours un mélange entre ces deux pôles? Ici, le R, c'est la courbature qui correspond à ces rapports entre les deux dénominateurs, hélium sur 36 du pôle atmosphérique sur le pôle mantélique. Les rapports vrais qu'il doit y avoir entre ces deux, c'est autour de 1.3, mais on pourrait tracer d'autres courbes avec des rapports différents qu'on voit dans le système volcanique. Ça, c'est étudié pas mal par Paonita à Palerme, parce que bien sûr, quand vous avez un dégazage du mètre, ben, vous fractionnez les éléments, parce que l'argon est plus soluble que l'hélium, est moins soluble que l'hélium dans un mètre, c'est le contraire pour un fluide. Et donc, vous pouvez avoir des rapports qui changent et qui vous donnent l'intensité du dégazage du mètre. Donc, on peut faire des études sur le processus de dégazage. Par contre, si on plotte ça sur un autre diagramme, ici vous avez 40-36 sur les 4 sur 36, si j'ai juste normalisé à l'atmosphère, on voit que les trois domaines, là, les trois zones géothermales, ils se placent sur trois corrélations. Donc les deux sont corrélés. Donc c'est les rapports, ça vous donne la pente, les rapports hélium 4 sur 40 argon. Et ici j'ai calculé quelle est la pente pour un système mantélique, donc les manteaux. Et donc les 4,40 correspondants et les rapports potassium-uranium qu'on doit avoir, ça c'est un manteau. Et on voit que les points rouges dans les parties nord, qui sont aussi celles plus riches en hélium 3 et hélium 4, c'est vraiment, ça correspond à une source purement mantélique. Les autres, il y a une pente différente parce qu'on rajoute, on a des rapports 4,40 différents et des rapports potassium-uranium différents qui ressemblent plutôt à celles de la croûte. Et donc, il y a une influence crustale. La croûte, il va vous changer la pente. La dilution avec l'atmosphère, il va juste pousser les points vers l'épaule de l'air ici. Donc, il semble avoir des rapports de la croûte. On voit la même chose, si on plotte la même chose 40-36, mais contre les 3 sur 36. Ça, c'est la pente mantélique, 62 000, calculée à partir des Popping Rock de Manuel Moreira. Et donc, vous voyez les points rouges très proches. Et après, vous avez d'autres rapports qui changent, Pete, ça c'est un autre diagramme qui avait développé Pete Bornard. Il appelait les Modified Air Saturated Water. Ça veut dire un eau fossile modifiée où vous allez rajouter du argon radiogénique, donc vous allez diminuer ces rapports. Donc la pente il diminue toujours, et après la dilution avec l'atmosphère, vous allez ces points les pousser vers les pôles atmosphériques. Donc on a ça. Et donc on s'est dit, est-ce qu'une partie de cet argon est en réalité radiogénique? Et donc ça pourrait nous indiquer qu'il y a qu'il y a de l'eau fossile, justement, en particulier dans la zone bleue médiane centrale, où il y a aussi une partie de fluide acidique, et d'où ils suspectaient les CFE qu'il y a des fluides très fossiles. Et on l'a vu si on implotant les rapports de l'argon contre l'isotope stable de l'eau. Alors, l'isotope stable, si on prend juste l'isotope stable de l'eau, ça c'est les classiques Craig diagramme oxygène 18 contre deutérium. Ici vous avez la pente météoritique locale, donc tout l'eau de recharge doit se placer sur ces pentes, donc c'est le fractionnement dû des cycles hydrologiques de l'eau. Et généralement dans un champ géothermal, tous les points, c'est toujours un mélange. Alors, les points, il peut y avoir un fractionnement dû à un phénomène de Boiling. Les fractions, c'est deux, donc on doit calculer tous les fractionnements. J'ai un étudiant juste une thèse sur ça. C'est des choses très complexes. Mais les fractionnements, c'est des valeurs de fractionnement
quelques pour 1000. Mais généralement, ici c'est les puits géothermales, ils se placent toujours dans un mélange entre un eau météoritique, c'est votre eau de recharge, et l'eau magmatique, qui c'est la fameuse eau andésitique d'un Giegenbach, desquels les concepts, c'est pas mal à discuter. Un de mes étudiants, il retravaille sur ces concepts d'eau magmatique. C'est pas évident. Ça veut dire que ce serait de l'eau qui, pour Giegenbach, c'était de l'eau de mer dans les sédiments, dans la zone de subduction, qui faisait participer dans les fluides qui vont faire les melts dans les manteaux wedge et créer ces magmas d'arc. Et donc cette eau, il remonte vers la surface via ces systèmes avec les melts. Et ils vont donc donner une signature qui est caractéristique, qui était mesurée, plus ou moins plus 10 pour 1000 et moins 20 pour 1000 pour l'oxygène et deutérium, qui est différent de l'eau magmatique, de l'eau qui est liée à la cristallisation des manteaux, qui est le vieux concept de Epstein. Pourquoi je montre ces diagrammes? Parce que si je plotte les 4036 contre les delta O18 de l'eau, je vois que presque tous les points ils se placent entre un mélange entre la recharge actuelle, où vous avez un rapport 4036 atmosphérique et la recharge actuelle qu'on a calculé avec la pente autour de moins 14 pour 1000 dans la région, de l'oxygène 18, et de l'eau probablement andésitique, où les rapports est plus élevé, peut-être 5, 10, etc. Les 4036, il est aussi proche de l'atmosphère, simplement, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, même si est mantélique, il est dilué rapidement, donc c'est difficile, donc il devrait être là à l'origine, mais il est dilué rapidement. Mais on voit qu'il y a une série de points qui se détachent et créent comme un train entre toujours un eau magmatique, disons, mais un eau qui est... Il y a un signal de recharge, donc c'est un eau à l'origine qui vient du cycle de l'eau, hein. Ce n'est pas de l'eau magmatique, mais probablement vieille, donc il y a eu le temps d'accumuler de l'argon 40 qui est radiogénique. Il n'est pas magmatique, il ne vient pas avec les pôles magmatiques. Et donc, on a un eau fossile avec, si on calcule, on extrapole à la valeur de l'oxygène 18, environ de 1700, 1750. Donc, on a une série d'eau fossiles pour certains puits. Et donc, et la chose intéressante, c'est que si on regarde les strontiums isotopiques, il n'y a pas une relation claire comme à l'azofrèse, mais les 3 points ici, il y a un rapport de strontium isotopique de carbonate. Donc pour nous, c'est de l'eau qui est très profonde, qui interagit avec les métacarbonates, qui stationne longtemps et qui est bloquée au centre du réservoir, donc de l'eau qui peut avoir plusieurs milliers d'années. Après, c'est à faire des calculs possibles d'âge, et que donc la partie centrale est fossile, il n'y a pas du tout de recharge. Donc aller exploiter ces secteurs, il est très dangereux pour la CFE. Alors la dernière partie, la dernière slide, c'est sur la composante atmosphérique. Donc ça peut nous indiquer quelles sont les conditions du réservoir et aussi s'il y a de la réinjection, qui est une chose qui préoccupe beaucoup les ingénieurs. Alors, on peut avoir du boiling naturel dans un système hydrothermal. Ici, vous avez un magma convectif, vous avez un système plus superficiel, de l'eau de recharge, qui va remonter, il va se réchauffer avec les flux de chaleur dus au corps magmatique, et il remonte vers la surface, donc la température et la pression diminuent, jusqu'à ce que vous allez rencontrer la courbe d'ébullition, et donc la partie superficielle, vous commencez à créer une ébullition classique dans les systèmes de fumarole, etc., d'hydrothermal de surface. La même chose, vous pouvez le faire dans un réservoir hydrothermal, mais vous pouvez le créer de deux façons. En façon naturelle, hein, bien sûr, dans un système convectif, vous avez à un certain moment, à une certaine pression, le système n'est pas pressurisé tellement, et donc ça va passer une ébullition. Mais cette zone d'ébullition, vous pouvez la transférer vers la surface, parce que vous faites deux choses. Vous diminuez la pression parce que vous extrayez beaucoup d'eau, et vous réinjectez de l'eau plus froide. Et en plus, en faisant de l'extraction, vous rappelez de la recharge beaucoup d'eau, parce que vous créez une dépression, donc de l'eau qui est de recharge. Donc, ce qui se passe, c'est que cette zone d'ébullition, il va petit à petit monter, dominer les chambres géothermales, et ça, les ingénieurs n'aiment pas beaucoup, parce que, comme je disais, la vapeur, il favorise l'échange entre roche et fluide de la chaleur, donc vous créez ce qu'on appelle les superheated wells, avec des températures de 30, 50, 100 degrés plus que la normale. Donc, c'est des pics qui ne sont pas
vraiment, ils n'aiment pas contrôler. Souvent, ils les abandonnent parce qu'ils sont trop chauds et c'est très difficile à contrôler. Donc, ils n'aiment pas les boiling. Et donc, production massive, réinjection de l'eau, un il baisse la température, l'autre il baisse la pression, donc vous allez créer du boiling dans des systèmes. Alors pour vous démontrer ça, hein, que ça produit beaucoup, hein, juste montrer ces petits films. Heureusement on n'entend pas les bruits, mais je ne sais pas pourquoi il est coupé, mais ici c'est Cerro Prieto. Chaque année, donc en 2011, ce qui produisait Cerro Prieto, c'était 100 millions entre vapeur et saumure, d'extraction. Ça veut dire que par heure, on sort 4500 tonnes de vapeur. Donc c'est des quantités astronomiques qui en sortent, donc on peut comprendre la pression, la diminution de pression des réservoirs. 30% de ce qu'on extrait, de 11 000 tonnes par heure, et 30% on les réinjecte en profondeur. Donc on a cette eau qui est refroidie, qui est passée dans les turbines, qui est réinjectée en profondeur. Et qui est froide parce qu'on la laisse décanter dans la lagune pour enlever les sels. Donc c'est de l'eau froide qui rejoint un réservoir à 240 degrés. Comment on fait la réinjection? Ça c'est l'eau azufrès, c'est tout bête. On prend des vieux puits, là c'est tout neuf, mais quand ils l'ont foré, ils n'ont rien trouvé, donc ils utilisent ça. L'eau qui vient des centrales, il traverse tous les champs, il se fait 30-40 km, il arrive dans ces secteurs, et par gravité, l'eau est renvoyée vers les bas. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on pourrait étudier ça, le boiling et la réinjection? On peut évaluer ça dans un champ pour deux phénomènes. Les boiling, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un réservoir d'eau avec les gaz rares. Les gaz rares, ils ont des solubilités différentes dans les fluides. Hein. L'hélium est moins soluble et le xénon est plus soluble. C'est exactement l'opposé qui est dans les mers. Donc, si vous commencez à créer du boiling, vous allez partitionner selon la solubilité entre la phase gaz et la phase eau, les gaz rares. Donc, si on prend l'argon qui est au milieu, les plus légers hélium-néon, qui sont les moins solubles, ils vont dans la phase vapeur. Les kryptons et xénon, ils vont rester dans la phase eau. Donc, vous allez créer un fractionnement élémentaire par solubilité. C'est un fractionnement qu'on modèle facilement avec une distillation des relais, c'est rien de compliqué. Qu'est-ce qui se passe en revanche avec la réinjection? Quand on fait la réinjection, donc la vapeur il rentre, il ressort, il se refroidit, il devient en phase condensée qui va voyager à travers les champs et par phase turbulente dans les puits et réinjecté, donc il va capturer plein d'eau, d'air, même des bulles d'air, et qui vont être réinjectées dans les réservoirs. Et ça on peut voir parce que la concentration élémentaire et isotopique des gaz dans les bulles d'air différentes de la saumure initiale, et donc on peut voir ça. C'est ce qu'on fait par exemple ici, ça c'est l'osmose toujours, entre les rapports entre les kryptons et l'argon, ici c'est normalisé contre l'atmosphère, donc l'atmosphère égale à 1, et du néon contre l'argon. Donc, si on part de l'eau de recharge, que c'était l'eau de pré-production, donc il y avait un rapport de concentration ici d'environ 1,703. Donc c'est les valeurs du rapport krypton-argon et néon-argon initial. Si vous avez du boiling, vous allez, ici c'est calculer des courbes de boiling par distillation, vous allez diminuer ces rapports et vous augmentez ça dans l'eau résiduelle. Dans les condensés, bien sûr, c'est le contraire. Et on voit que dans la région, c'est surtout ce puits, le 09, qui a des phénomènes de boiling qui sont très importants. Ici, c'est mesuré à 300 degrés ou à 100 degrés, voire. Et il faut faire ça parce que, les boiling, il s'est produit au réservoir, aussi un boiling artificiel qui ont produit dans les puits. Il y a pas mal de corrections à faire parce que aussi, quand vous faites la séparation, vous créez comme un boiling artificiel dans les puits. Et il y a quelques puits ici qui peut y avoir des phénomènes de boiling. Mais ce qui est intéressant, il y a tous ces puits qui se placent, quand même c'est la majorité, entre celles qui semblent être un mélange entre quelque chose qui a subi du boiling et un pôle qui a les deux rapports élémentaires, c'est autour des 1, ça veut dire de l'air. Et nous, on suspecte que ça, c'est les fameuses eaux qui injectent avec des bulles d'air. Donc les gaz, ils sont surtout concentrés dans ces bulles d'air. Et donc, ils ne montrent plus la valeur air saturé de water, mais ils montrent une valeur vraiment atmosphérique.
Et ça, c'était un peu plus préoccupant pour les gens parce qu'ils ont que depuis des réinjections. Et ça fait pas longtemps qu'on exploite à grand rythme ces réservoirs, mais vu que la perméabilité est faible, même pour ces puits-là, on a, par les 33 qui est vraiment sous l'épaule, pour ces puits-là, on aurait 70% déjà d'eau de réinjection qui a contaminé les puits. Donc c'est quelque chose que les gens ne s'attendaient pas dans cet endroit. Et on peut les voir de façon différente. Si par exemple on plotte ici toujours les néons contre l'argon, donc c'est un rapport des concentrations, contre le rapport isotopique 4036. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que ce fractionnement dû au bowling, c'est un fractionnement des masses, mais c'est pas, des éléments élémentaires, mais il n'y a pas un fractionnement isotopique. Il peut y en avoir un tout petit, cinétique, mais on ne l'observe pas. Donc, si est dominé que par les boiling, votre rapport néon-20 il va changer, mais il n'y a pas de relation avec les 4036. Parce que les rapports isotopiques ne subissent pas, parce que c'est contrôlé par la solubilité, ils ne subissent pas un fractionnement. Mais par contre, on retrouve cette eau initiale qui va se mélanger avec quelque chose qui est en composition purement atmosphérique de l'argon et du néon-20. Donc, de nouveau, cette eau de réinjection qui va contaminer les puits. Donc, dans ces réservoirs qu'on croyait encore vierges, les 2 puits et 3 puits seulement qui ont sur 22 de réinjection, ils sont déjà en train de contaminer rapidement les champs, même avec une imperméabilité qui est très très faible. Ça, c'était la dernière figure. La dernière photo pour vous remercier de votre patience et écoute, c'est ces magnifiques figures des fossiles actuels. C'est un araignée qui s'est emprisonné dans ces plaques de silice, dans les chenals de décharge de l'eau du puits à Cerro Prieto. Comme je disais, vite la surface est recouverte par des plaques de silice, tellement elle est sursaturée en silice l'eau. Et donc il y a un araignée qui est resté prisonnier, donc il a laissé l'empreinte. Donc on a pris la plaque et on a pris en photo pour s'amuser, parce que quand on est échantillon, il faut aussi s'amuser. Merci de votre attention et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. J'ai 2 questions. Oui. La première, quand tu parles de la contamination par les puits de réinjection, est-ce que c'est un problème pour l'exploitation ou est-ce que c'est plus pour vous un problème de traçage? Pour eux, nous c'est important parce qu'il faut éliminer cette partie pour comprendre que si on fait de la recherche fondamentale et aller voir les sources, c'est important de pouvoir faire une distinction. Mais pour eux, c'est un vrai problème parce que bien sûr, il doit régler chaque année la quantité à injecter par rapport à la production. Et justement, à cet effet des erreurs, c'est très difficile à calculer ça. Et dans les passés, il s'était fait des erreurs à Cerro Prieto. Si on regarde juste avec, par exemple, les chlores, la concentration de salive, on voit un front de réinjection qui envahit de plus en plus les champs. Donc, bien sûr, on peut les voir avec d'autres éléments qu'isotopes, mais avec les chlores, quand tu les vois, c'est que c'était vraiment pas tuer les champs, c'est-à-dire, mais avec ces isotopes, on peut voir quand il commence ce phénomène. Donc on peut aller chercher où juste ça pousse la réinjection. Alors aux azufrès, les champs de réinjection qui étaient connus en étudiant l'isotopes stables, ou les chlores qui est classique, étaient identifiés. Avec les gaz rares, on a démontré que ces champs de réinjection, ils sont en train de s'élargir vers la partie est du champ, qui est la partie plus productive. Mais pas beaucoup, mais eux, ils ne les voient pas encore avec les traceurs classiques, nous, on les voit déjà. Donc c'est un vrai problème de production, parce qu'il doit régler la production par rapport à la réinjection pour essayer d'espérer que la recharge naturelle, il réalimente les champs, qui sont d'autres paramètres aussi, parce qu'on ne connaît pas les temps de résidence des fluides, etc. À Los Azufrés, ils pensent que c'est dans les failles, la recharge est très locale dans les failles, et ça descend très vite. Moi, je ne suis pas convaincu parce que quand on voit la signature isotopique des isotopes stables corrigée par les fractionnements des isotopes stables, ce n'est pas les conditions météoritiques telles pour avoir la recharge locale. Pour moi, la recharge vient des 60 km plus loin, dans des zones où il y a un peu de carbonate, et on les voit aussi avec des contaminations de carbonate du delta 13 du champ. Donc, mais sinon, finalement, quand tu réinjectes, tu augmentes la durée de vie du système ou pas? Tu augmentes la durée de vie du système d'un côté parce que tu gardes la pression, mais tu baisses l'enthalpie, tu baisses la température parce qu'ils sont des fluides froids, relativement froids.
Alors bien sûr, ces fluides ils sont réchauffés vite, comme je disais, on a l'AZ2 à Los Azufres qui est 90%, 98% si on croit le gaz rare, c'est de l'eau de réinjection, mais il est encore productif parce que la température remonte relativement vite. Mais c'est clair qu'avec les temps, ben, tu refroidis les champs. Donc, et sinon, encore sur l'histoire des puits, est-ce qu'il y a des questions sur le colmatage des puits, c'est quand tu dissous et reprécipites des minéraux dans le système? Ah, du scaling, etc. Il y a des gros problèmes. Alors, les plus gros, c'est à Cerro Prieto. Donc, quelquefois, il doit mettre pas des catalyseurs, mais des systèmes pour réduire les dépôts. Mais souvent, il doit abandonner les puits et réforer. Cerro Prieto, c'est un vrai problème parce que justement, le réservoir est gréseux. Los Azufres, il y en a légèrement, mais c'est pas grand-chose, c'est vraiment principalement. Donc l'escaling, c'est un autre gros problème. Et là, bon, nous, on ne peut pas voir ça. Même s'il y avait des étudiants qui voulaient jouer avec des fractionnements et voir si on pouvait, peut-être, avec les gaz rares, voir des fractionnements. Généralement, on fait avec des îlots stables, etc. On peut voir des phénomènes d'escaling en profondeur qui se produisent. Et sinon, ma seconde question, c'était par rapport au traçage de l'eau de subduction. Avec les halogènes lourds, justement, tu as montré le brom, il n'y a pas des pistes, des gens... Il y a des relations entre les... J'avais joué, au début, on avait fait dans les premières papiers de Los Azufres, avant ces projets, on avait fait quelques chlores. Il y avait des relations avec les ions, il y avait des choses intéressantes. Là, on a pas mal de données. On a tous Los Azufres. Los Humeros, ça a marché juste un peu de brom parce que les quantités étaient infimes. Elles étaient beaucoup plus basses pour les chlores, pour les mesurer bien. Et là, Cerro Prieto, encore, on n'a pas les résultats. Mais honnêtement, je n'ai pas rejoué. Mais justement, l'idée, c'est de voir un peu si avec ça. L'idée, c'était de voir avec les deux systèmes couplés, gaz rare et halogène, on peut voir, comprendre mieux ces fameux systèmes. On va les faire en Islande, sûrement. Mon étudiant qui travaille sur le système islandais, son premier papier casse-gueule qu'il a décidé de faire avec moi et Vincent Van Isberg, qui est son co-directeur, c'est de réévaluer les modèles de Guggenbag sur l'eau andésitique. C'est pas facile quand même parce que c'est un gros morceau, mais justement on regarde des systèmes qui ont été même mesurés dans les passés, ou en plus que les concentrations, parce que Guggenbag il faisait juste avec les concentrations ces fameux diagrammes triangulaires et il avait créé les pôles andésitiques, les voir aussi d'un côté isotopique, si ces pôles andésitiques ça marche aussi d'un point de vue isotopique. Donc c'est clair que dans les résultats qu'on a au moins ici pour le Mexique, on devrait avoir des choses intéressantes à voir. Mais honnêtement, on n'a pas encore travaillé sur ça. Il faudrait avoir un très bon étudiant. C'était un peu les drames de ces projets. Ça n'a pas trop marché côté mexicain. Et on a énormément de données. Et souvent, c'est moi qui écris les papiers quand on aurait pu avoir tranquillement 6 thèses là-dessus. Parce que, bon, quand tu vois, on a isodostable de l'eau, l'isodostable de la CO2, il y a un maîtrise là-dessus chez moi. Les gaz rares, les strontium, on a aussi d'autres données, chlore et brom. Donc, 120 puits analysés, plus les fumaroles, etc. Il y a du beau travail à faire. Donc, si des gens ont des idées sur les halogènes, ils pourraient penser même à des co-tutelles, parce qu'il y a énormément de travail à faire côté halogène. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est l'heure du lunch. Oui, j'attendais. Pas sur les radios géniques, je ne suis pas bon. La recherche artificielle, elle est gratuite au niveau énergie. Gratuite, tu veux dire... C'est juste la gravité, tu disais? Ouais, à moins... Il y a différentes façons d'injecter, mais les Mexicains, ils utilisent juste comme ça, par gravitaire. Ouais, ils n'ont pas de pompes, des trucs qui poussent en profondeur. Il y a de ces types dans d'autres endroits, je pense en Islande, etc., aux États-Unis, mais les Mexicains, c'est juste, ils récupèrent des vieux puits. Donc là, à Los Azufres, c'est tous les côtés est, c'est la zone de réinjection. Et effectivement, les 3-4 puits qu'on voit, où nous, au gaz rare, on commence à voir des gros effets. C'est celles qui sont plus à l'ouest, et la zone de production est à l'est. Donc il est mis loin la zone de réinjection, et il laisse que les flux de l'eau, il ne les règne pas. Mais c'est que par gravité. C'est juste un puits, et tu vois l'eau qui descend comme ça. Donc ça veut dire que tu as
un coffrage qui va descendre. Oui, c'est des puits qui ont été forés, des vieux puits qui ont abandonné. Et là, le puits était tout neuf et il était fait. Je pense qu'il était plus un puits de fracturation parce que maintenant, on fait que de la fracturation hydraulique pour augmenter la perméabilité, mais il était sec. Ils pensaient de trouver, donc ils réutilisent ça. Et Los Humeros, c'était joli parce qu'à la surface, là, il y a d'autres problèmes de scaling avec les carbonates, vu qu'il y a des carbonates de profondeur. Il y avait une espèce de mousse qui flottait blanche. Et moi, j'ai dit, c'est qui les gamins qui allaient foutre des détersifs dedans? Et alors, c'était des carbonates, mais moi, je n'avais jamais vu ça. Peut-être vous êtes plus habitués dans les sources thermales. Mais ça semblait comme la mousse, comme du savon. Et c'était des carbonates qui faisaient de la mousse à la surface. Donc, c'est de l'eau, scaling et tout, réinversé dedans, en profondeur. Pas traité, traité juste pour les turbines, ressorti de la centrale, transporté à travers et par gravité fait descendre. Après, je ne connais pas d'autres méthodes. Il y a plein de méthodes. Et aujourd'hui, quand il n'y a pas suffisamment d'eau qui est extrait, dans différents pays, comme je disais, ils utilisent les wastewater. Que pour nous, ça pourrait être plus intéressant parce qu'on pourrait utiliser plein de traceurs environnementaux isotopiques autres pour voir, qu'on utilise pour la pollution naturelle, pour voir l'injection. Donc, peut-être les coliformes, des choses comme ça. Oui, oui, vas-y. Et ça, là, c'est recyclé? Quoi? La silice? Dans quel sens? La silice, tu veux dire isotope au truc? Non, mais vous utilisez, ça avait l'air d'être des quantités. Si utiliser la silice dans la région pour autre chose, non, ils font de la décantation, ils gardent tout dans ces lagunes centrales que je montrais dans la photo aérienne au début. Et ça aussi parce qu'il y a tellement de saumures qui commencent à polluer les nappes, ils ont pollué les nappes autour, il y a pas mal de protestations. Les gros problèmes, c'est qu'on pense que la géothermie est verte. Il n'est pas si verte que ça, et quand on a fait ces projets, la CFE, il y avait beaucoup de peurs avec nous, parce qu'il y a eu 1000 problèmes environnementaux. Et par exemple, moi j'ai fait un papier avec Peter Birkholt, qui c'était un Allemand qui était au Mexique, et lui est parti maintenant, c'est le chef de la division géologie des Saudi Aramco à Daran. Et lui avait fait un papier sur l'eau azofrès, sur la pollution, parce que vous sortez de l'arsenic, bien sûr c'est un des problèmes de l'eau azofrès, l'arsenic. L'eau, la silice, j'ai des lacs comme ici, magnifiques, d'un bleu magnifique avec la silice. Donc il y a plein de pollutions environnementales, et les Mexicains ils commencent à être très attentifs à ça, à avoir un esprit très environnemental, et lient surtout la CFE au gouvernement. Et donc, quand tu veux protester contre le gouvernement, tu protestes sur ça aussi. Donc, ils font très attention. Il y avait peur avec nous de justement tous ces problèmes de pollution. Donc, là, ils font rien. Ils la gardent dans ces lagunes parce qu'ils ont déjà commencé à contaminer. Et donc, mais effectivement, ils pourraient être récupérés, je ne sais pas, pour des trucs industriels, etc. Mais ils l'accumulent juste là. Ça dépend du degré de pureté. En fait. Ouais, ça coûte trop cher à nettoyer parce que sûrement dans ces silices, il y a plein de métaux, éléments ou autres qui sont ramenés avec les fluides. Il y a bien sûr beaucoup de chlore, comme dans tous les systèmes, c'est des saumures à chloriner dans tous ces systèmes géothermaux. Si pour extraire du silicium, ce ne serait pas intéressant. Ouais, mais si tu veux rebroyer ça pour faire des sables, à mon avis, ça coûterait plus cher que d'aller. Au regard des amendes environnementales qui auront un jour. Un exemple, on a une zone qui s'appelle la Primavera, on devrait recevoir un des échantillons. C'était la zone avec les flux de chaleur la plus importante au Mexique. Comme vous voyez les images du corps noir qui avait fait SFC. C'était très prometteur, c'était pas loin de Guadalajara. Et c'est une montagne couverte de forêts, c'était les années 70. Ils devaient raser au sol les forêts pour faire les champs, mais les Mexicains se sont opposés et a été abandonné. C'est probablement, potentiellement, il aurait pu être bien plus puissant que Cerro Prieto. Donc quand même, il y a pas mal. Donc, aussi parce qu'avant, ils faisaient ces centrales, et ici quand on fait un centrale nucléaire, les villages à côté sont toujours très jolis, on fait une compensation pour les villages, etc. Il y a ces politiques un peu partout. Avant, il n'y avait pas ça. Et maintenant, quand ils élargissent ces champs, ils commencent à construire des écoles, etc. Donc il y a un donnant-donnant qu'ils n'avaient pas avant. Donc les gens, ils s'opposent beaucoup à ça aussi parce que, ils viennent utiliser leur terre, ils veulent quelque chose en échange, et bien sûr, c'est quand même, c'est une grosse production. Alors,
on produit l'électricité qui est produite, Los Azufres, il produit 5% de l'électricité du pays, hein, c'est toujours le pétrole. Hein, c'est d'énergie renouvelable, mais ce n'est pas de l'agroproduction. On s'est repris quand même à la baie Californie, mais la baie Californie, quand on sort de Mexicali, c'est que des montagnes, des parcs nationaux, et des dauphins qui nagent dans les golfs. Il n'y a pas beaucoup de villages, donc c'est facile de faire découvrir les 90% de l'électricité de la région. Donc, je vous remercie de votre patience. Vous êtes resté 2 heures. Lundi sera un séminaire normal, donc ça va beaucoup. Merci à toi.